Bonjour à tous et bienvenue sur DMFV. J'espère que vous allez pour le mieux. Cette semaine, je vous propose un épisode qui a une résonance toute particulière pour moi. En effet, nous allons parler de Grand Seiko, une marque que tout le monde pense connaître, mais que finalement peu d'initiés connaissent réellement. Je vous invite donc à plonger dans l'univers Grand Seiko, à travers deux formats hyper complémentaires. Oui, je sais, je vous gâte. Tout d'abord, l'épisode de podcast que vous vous apprêtez à écouter, dans lequel je reçois Cyril Turban, une personne ayant une place centrale pour la marque en France. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Avec Cyril, nous allons faire un tour d'horizon de ce qu'il faut retenir sur Grand Seiko afin de l'apprécier à sa juste valeur. Et vous allez voir, c'est juste un autre monde. Puis, Cyril et moi, vous avons préparé une vidéo d'une 20aine de minutes, dans laquelle ce dernier s'est prêté à l'exercice, à la boutique, au numéro 7 de la place Vendôme, de nous présenter son top 3 chez Grand Seiko. Et surtout, le pourquoi de ses choix. Et là, vous allez en prendre plein les yeux. Vous n'êtes pas prêts? Avant de commencer ces 2 heures d'échange absolument passionnants, sachez que cet épisode est, comme d'habitude, disponible en version audio sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur ma chaîne YouTube Démontrez-vous. La vidéo dont je viens de vous parler est quant à elle uniquement disponible sur la chaîne YouTube. J'ai hâte de lire vos réactions et commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien louper et pour aider la chaîne à grandir. Allez, avant de commencer, sachez que la semaine prochaine, pour le 100e épisode, et ouais déjà, il était tout naturel pour moi de recevoir mes amis sur la chaîne, à savoir Antonio que vous connaissez déjà, mais également Franck, un autre ami et amateur que je connais depuis plus de 15 ans. Un épisode tout en simplicité, avec du rire, des anecdotes, des avis toujours tranchés mais justes. Bref, on sera entre amis. Venez nous rejoindre, vous allez kiffer les enfants. Allez, je ne vous fais pas plus attendre, voici l'épisode 99. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, c'est un épisode assez exceptionnel que je vous propose. Un épisode dans lequel on va parler d'une marque qui possède une résonance unique dans le cœur des amateurs. Une marque qu'il faut apprendre à connaître pour l'aimer, car complexe. Une marque d'initié, dont la discrétion n'a d'égal que sa quête de perfection. Et enfin, une marque que j'aime, tout particulièrement. Je parle bien sûr de Grand Seiko. Mais avant de continuer, je vais vous raconter une anecdote récente qui m'est arrivée il y a quelques mois. Vous devez sûrement vous rappeler de l'épisode 79 que j'ai enregistré avec Paola Lena d'OnTime Consulting. Pour ceux qui l'ont écouté, on y parle distribution horlogère, qualité de service, accueil boutique, entre autres. Pendant l'échange, j'évoque alors spontanément la boutique Grand Seiko Place Vendôme, comme étant à mes yeux une référence en la matière. Quelques jours passent et suite à cet épisode, les personnes de la boutique et du staff me font humblement part de leur gratitude pour les avoir cités. Ça commençait déjà très bien. Et ni une ni deux, on s'est rencontrés, je leur ai proposé de faire un épisode ensemble. C'était en mai, nous sommes en septembre, et nous y voilà. Nous enregistrons en ce moment même dans la fameuse boutique Grand Seiko Place Vendôme, en compagnie de Cyril Turban. Cyril, bonjour. Bonjour Edouard. Merci de nous recevoir dans ce magnifique écrin. Tu vois, en off, juste avant qu'on commence, tu me parlais d'écrin, et je t'ai dit c'est le terme que je vais employer, parce que je trouve que on ne peut pas mieux définir la boutique qu'un écrin. Cyril, tu es Training and Educator Manager chez Grand Seiko. On va expliquer, développer ce que ça revêt et ce que ça veut dire. Pour faire simple, et arrête-moi si je me trompe, moi je l'ai compris comme ça, ta mission consiste à assurer la bonne transmission du message, des connaissances et des valeurs de la marque, que ce soit en interne ou en externe. C'est ça ou pas? C'est tout à fait ça. Ah, j'ai le bon, c'est bon. Et ce que j'ai pas encore dit aussi, alors déjà je voulais te dire sincèrement, et on s'est dit juste avant donc d'appuyer sur recording et avant de commencer, tu sais bien que c'est une marque qui compte beaucoup pour moi, je viens souvent à la boutique et ce que j'ai pas encore dit aux auditeurs justement, vous êtes en train d'écouter l'épisode de podcast, bravo, mais je vous ai fait une petite surprise, on leur réserve une surprise en vidéo sur la chaîne YouTube Démontrez-vous, avec une sélection dont tu as le secret. Je t'ai demandé avant de faire une sélection, une shortlist des 3 pièces qui comptent le plus pour toi, en tout cas dont tu voulais nous parler. Et je sens que vous allez en prendre plein les yeux. On vous fait des superbes plans et vous allez voir ça. Donc quand vous avez fini l'épisode de podcast, je vous invite à aller voir ces 3 pièces exceptionnelles dont on va parler sur la chaîne YouTube et dont une nouveauté hyper attendue. Je pense que les geeks de la marque vont savoir de quoi je parle. Une sortie du 2 septembre, si je dis pas de bêtises. Une sortie du 2 septembre, effectivement. Ouais. Mais ça, on va en parler plus tard. Avant ça, avec mon invité, avec Cyril, on va parler de tout ce qui fait l'ADN GS, l'ADN Grand Seiko. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. J'ai le sentiment que la frontière, et en tout cas que la connaissance sur la marque est floue pour beaucoup de personnes, et je pense qu'on va clarifier tout ça. On va aller dans un détail. C'est une marque qu'on peut comprendre que si on va en profondeur. Et c'est ce que j'aime dans cette marque. Grand Seiko, pour moi, c'est vraiment la marque que beaucoup de gens pensent connaître, parce qu'ils connaissent Seiko.
mais finalement peu de gens connaissent en réalité. Oui, tout à fait. C'est une anecdote d'ailleurs qu'on a pu retrouver beaucoup lors d'événements, par exemple, ou alors lors de formations de certains de nos partenaires. Et il arrive parfois qu'on parle de grands Seiko et que ça bloque finalement et qu'on entend toujours Seiko revenir. Ouais. Ah oui, je connais bien Seiko, j'ai eu une Seiko dans les années 70, alors on est toujours très très fiers et surtout on est toujours impressionné par la longévité des pièces, C'est fou. des pièces en question. Fou. Mais c'est vrai que oui, bon là on est en 2024, hein, on a ouvert la boutique en 2020. J'ai eu l'occasion du coup d'être présent depuis le début de cette aventure. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup évoluer le regard sur la maison. Et c'est vrai que ça a aussi beaucoup de travail d'évangélisation. Mais en vérité, la marque parle d'elle-même et surtout, on a la chance d'avoir des clients qui sont les premiers ambassadeurs aussi. Ça, c'est vrai. De la maison. Et ça, c'est une véritable chance. Ça, c'est vrai. Et tu vois, typiquement, je te dis, je fais l'épisode avec Paola. Elle me parle de la distribution, on parle du traitement des clients, du bon traitement ou moins bon selon les boutiques. Et encore une fois, je tape sur personne parce que c'est un métier, c'est pas simple. Et de suite, très spontanément, si ceux qui l'ont pas entendu réécoutent l'épisode, je dis ouais, quand tu vois la boutique Grand Seiko, t'es reçu. Et au-delà d'être reçu, on va en parler de tout ça parce que pour moi c'est très important. Il se passe vraiment quelque chose aujourd'hui avec la distribution horlogère. C'est un vrai sujet. C'est que je suis arrivé, on m'a pas dit, alors on m'a dit ce que je voulais voir, mais on m'a demandé quelle couleur de cadran j'aimais, les diamètres qui me parlaient, ce que je voulais, enfin toutes ces choses-là. Et après, fort du modèle que j'avais demandé, on me dit comme vous aimez ça, je peux vous proposer ça. Et ça, c'est dingue. Ça paraît tout bête. Et on m'a laissé toutes les pièces sur le plateau. Tu sais, j'en parle avec Paola. Souvent, on se prend une pièce, on te sort l'autre, etc. Non, mais c'est toutes les pièces. On m'a dit, voilà, je sais que vous aimez le cadran texturé bleu. Mais je vais vous montrer celle-là, vous la connaissiez pas. Et c'est là où ça devient intéressant, si tu veux. Donc, on va parler de tout ça. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un monde à part. Est-ce qu'avant qu'on commence, Cyril, tu peux te présenter, s'il te plaît? Écoute, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Cyril, effectivement. L'horlogerie, c'est une passion depuis mon adolescence, j'ai envie de dire. J'ai toujours été très attiré par comprendre comment les mécanismes fonctionnaient. Je pense que ça a commencé très trivialement par les petits puzzles qu'il y a dans les pif-poches. À l'époque, mes parents m'achetaient des pif-poches. C'était. On les a tous eus, je crois. C'était génial, j'adorais. Et il y avait effectivement quelques petites pages de jeu avec des rouages, comprendre dans quel sens on bougerait le rouage si on tournait la poignée dans cette direction. Tu avais parlé aussi de Géotrouve-Tout aussi, je crois. Tu as dit ça, Géotrouve-Tout, effectivement. J'avoue que dans mon enfance, Géotrouve-Tout de Picsou Magazine m'a inspiré. Je voulais être inventeur, alors je voulais être chercheur le matin et inventeur l'après-midi parce que je voyais Géotrouve-Tout fabriquer une machine à remonter le temps avec un aspirateur et forcément ça faisait tilt. Si t'étais très gâté, t'avais un super Picsou géant, c'est les gros c'était génial. Là, c'était Noël. Là. Mais le Picsou Gadget était pas mal non plus avec le petit jouet. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé comprendre comment les mécanismes fonctionnaient. Alors, je m'amusais quand je pouvais à démonter des mécanismes. Je pense que ça passe aussi par je vais être très trivial là-dessus, hein, mais par les Lego. Hein. Je suis très très fan de Lego. Je pense que j'avais pas vraiment le choix d'ailleurs. C'est un côté parental aussi. Il fallait que je sois fan de Lego. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé pour ça. Mais pour autant, les études d'horlogerie, c'est pas du tout quelque chose que j'ai considéré de moi-même au départ. C'est venu assez tard en réalité dans le process. L'horlogerie, c'est mon père qui m'y a amené. Je me rappelle qu'on faisait les salons quand j'étais plus jeune, les salons parisiens, alors le salon Belmontre notamment, qui n'est malheureusement plus présent. Mais donc j'adore aller voir ça avec lui. Mais je pense que je me suis jamais posé la question des études d'horlogerie parce que quelque part les montres qu'on avait l'occasion d'observer étaient quand même des montres d'un certain montant et forcément je me serais dit, si j'avais eu déjà l'idée d'y penser, je me serais probablement dit que les études devaient être en miroir de cela quelque part, et peut-être aussi avec ce montant des études. Et bêtement, j'ai suivi, bêtement ou non, j'ai appris des choses, mais j'ai suivi des études générales. J'ai fait une licence de droit, et c'est au cours de cette licence de droit, alors que j'adorais par ailleurs, mais c'est au cours de ces études de droit que j'ai appris l'existence des études d'horlogerie, d'accord. Et en l'occurrence de l'école de Paris. Et cette année-là, pendant mes études, donc j'ai postulé et j'ai été reçu. Donc j'ai commencé mes études de droit, j'avais 23 ans. Et donc ça a beaucoup changé. Hein. Je suis passé d'amphi qui était rempli, on était 500 par amphi, à une salle de 12 établis. C'était génial. Le monde qui change, quoi. Là, le monde qui change, véritablement. Ouais. Je me rappelle être obligé de sortir du cours précédent pour pas pour avoir une place assise, mais ne serait-ce que pouvoir rentrer dans l'amphi suivant, à passer à une salle de 12 établis. C'est plus dur de sécher. Alors évidemment, c'était pas le but, mais quand tu vas à l'amphi, si tu viens pas le lundi, c'est pas très grave. Par contre, si à l'établi, quand il y en a 12, ça se voit tout de suite. Hein. Ouais, ça se
vois tout de suite. Et puis en plus, je parle de l'école de Paris. Les études d'horlogerie en France, c'est un CAP, c'est un brevet des métiers d'art, c'est un diplôme des métiers d'art. Donc on retourne quelque part en pré-bac. Et c'est vrai que à 23 ans, c'est un peu étonnant de retourner dans cette configuration. Mais bon, et puis de toute manière, pas d'envie de sécher. J'ai envie de dire quand on aime ses études à ce point-là, c'est génial. Et puis quand quelques mois plus tard, on se retrouve dans les premiers stages auprès de maisons qu'on a jusque-là vu que dans les magazines et en vitrine. C'est vrai que c'est émouvant. Et je trouve ça super intéressant en fait parce que dans ton parcours, ce qui est beau quelque part, c'est que tu as commencé par t'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur de la montre réellement, et tu as commencé vraiment des études d'horlogerie pour ensuite évangéliser, pour reprendre ce terme si tu veux, parce que tu as beaucoup de personnes qui sont brand managers et compagnie dans des maisons, et puis finalement qui savent pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Toi, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que toi quand on parle d'un EFR, d'un EFS, d'un etc., globalement tu sais très bien de quoi on parle, et ça change tout quand même, c'est-à-dire que la façon dont tu dois transmettre l'information aux équipes, on va en parler un peu plus tard, ça va pas être du tout la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose, effectivement. Je pense que c'est effectivement une chance, ces études d'horlogerie ou l'expérience que j'ai pu avoir avant. De toute manière, en fait, je pense que toutes les expériences qu'on a pu avoir avant apportent quelque chose. Le fait que je sois moi-même horloger de formation, je pense que ça m'aide effectivement à comprendre nos pièces. Et puis, on fait partie de maisons qui attribue une importance toute particulière vraiment au mouvement. Alors, c'est bien le cas de toutes les maisons horlogères, elles reposent toutes sur un calibre, mais c'est vrai que certaines d'entre elles prennent ça très très au sérieux. On le voit sur ce qu'on va pouvoir retrouver sur les précisions qui sont annoncées, sur les réserves de marche. On pourra y revenir, mais c'est des choses qui sont très très en lien aussi avec la culture japonaise. Ouais. Le fait d'annoncer des résultats qui permettent de ne pas perdre la face aussi. Ils sont dingues. On va parler sur certaines pièces, moi ça me donne le vertige quand on parle de ça. C'est un peu ce qu'on disait pour Gégère à une époque, c'est montres d'horloger un peu. C'est-à-dire, c'est des montres. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est des montres d'horloger. Alors c'est quelque chose qui a jamais quitté, je pense non plus, ou qui n'a presque jamais quitté le Japon. Il y a aussi ce caractère très très important à la culture japonaise de transmission du savoir, toujours en y apportant quelque chose de plus. Et ça, pour l'horlogerie, c'est vrai que c'est très très parlant dans un milieu qui est aussi traditionnaliste que peut l'être l'horlogerie. C'est vrai que ça apporte un petit truc en plus, je pense. Ce respect de ses origines. Alors c'est le cas à nouveau de beaucoup de maisons. Bien sûr. Chez Grand Seiko, c'est vrai que j'ai appris à l'apprécier d'une autre manière, déjà qui se fait à la lumière du soleil japonais, qui se fait pas à la lumière de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Europe. Et c'est vrai que ça change quelques éléments de la compréhension. Beaucoup de choses de la culture, effectivement. Pour revenir sur toi, puisqu'évidemment après on va aller largement sur Grand Seiko, mais j'ai envie de savoir qui tu es avant de savoir ce que tu as à nous raconter. Donc tu découvres tout ça, tu commences à faire un job d'été, c'est ça, si je ne me trompe pas ? Comment ça se passe après ? Alors en réalité, je vais un peu vite. Non, c'est un peu ça. Alors moi, je change d'études en 2013 et là, j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que j'en ai parlé un peu plus tard et on m'a dit, mais du coup, t'es rentré un soir et t'as dit à tes parents, t'as changé d'études. Je dis, presque ça. J'avoue, c'est complètement ça en fait. Et je suis du genre à ne pas prévenir quand je passe un examen ou ce genre de choses. Comme ça, si ça se passe mal, au moins, personne vient vous demander. Alors, c'était comment Donc j'avais prévenu personne, effectivement, c'était très réduit. Et finalement, le jour de l'acceptation de ma candidature, j'ai prévenu mes parents. Je dis l'an prochain, je commence des études d'horlogerie. Alors, c'est très très heureux pour moi. Et c'est vrai, quelques années plus tard, j'en parle et on m'a dit ah bon, mais du coup, ils ont pas mal réagi. Et je dis non, pourquoi ? Et alors c'était ma compagne et qui me dit je sais pas, tu leur as quand même dit, je vais encore rester 3 ans de plus. C'est gentil de m'accueillir et c'est très très vrai. J'ai eu sincèrement cette chance-là. Tu me l'as dit d'ailleurs pendant le repas. Tu m'as dit j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire ce que je voulais faire. Ah oui, complètement. Et c'est important de souligner ça parce que les tout à fait. Ne font pas. Et bon, c'est tombé sur l'horlogerie, mais je pense que quoi que j'ai pu choisir, ça aurait été pareil. Non, c'est une chance. Et donc, effectivement, je commence mes études d'horlogerie en 2013. Et alors, à l'école d'horlogerie, évidemment, on apprend le mouvement, on apprend le fonctionnement, on apprend d'où vient le temps aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est très, très intéressant de comprendre la construction du temps lui-même. Puis, finalement, on reste sur le mouvement. Je sais qu'à l'époque, on restait sur le mouvement. Et finalement, ce premier stage que je fais, j'ai beaucoup de chance. Je suis accepté en stage chez Cartier. Et pas mal pour démarrer. Pas mal pour démarrer, exactement. Alors moi, une petite histoire, j'avais laissé mon CV chez IWC à l'époque. Et ils avaient eu la gentillesse de le transférer chez Cartier. Sympa. Le groupe Richemont prenait classe, non, franchement, élégant. Très élégant. Et j'ai donc cette chance de commencer chez Cartier et de commencer à monter une montre, véritablement. Commencer du mouvement, mais vraiment apporter dans le dur, là, ça y est. Dans le dur, et puis voilà, cet habillage autour de la pièce. Et ça a été un très complémentaire des études et une très très belle première expérience. Et donc, comme tu le disais, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir embrayer. Et ça, c'était vraiment une grosse chance sur les jobs d'été, quelque part. Mais
Il y a qui vendent des glaces, toi tu bosses chez Cartier, quoi. Voilà, exactement. Alors effectivement, donc c'était pour Cartier, pour quelques marques du groupe Richemont, mais c'était une expérience merveilleuse. C'est-à-dire que juillet et août, je continuais un peu les études. Et finalement, en sortir d'études à la fin de mon brevet des métiers d'art, j'ai été contacté. On m'a proposé, si je voulais continuer à travailler pour Cartier. Je dis oui, avec c'est une sacrée maison quand même. Ouais, là, il n'y a pas à dire. Franchement, on est quand même dans quelque chose de très très bon. Et comment ça se déroule là? Donc tu acceptes, tu continues un petit peu chez Cartier? Alors j'accepte, je continue chez Cartier avec grand plaisir et très rapidement se survient un peu l'opportunité de pouvoir être l'horloger attribué à la boutique. Donc en l'occurrence la boutique 13 rue de la Paix, donc la boutique historique de Cartier. Incroyable. J'avoue que le premier jour... Quel honneur quand même. Quel honneur. Attends, t'as 25 balais quand ça se passe. T'as 25 ans. C'est ça, 25-26 ans, tout à fait. Wow. C'est beau quand même. C'est beau, alors Tes parents doivent être contents de t'avoir écouté. Alors mes parents étaient contents, je pense, et puis même moi, à titre personnel, j'avoue que le premier jour où je suis arrivé dans la boutique pour prendre mon service, j'avoue que j'ai eu la petite larmiche quand même, un peu d'émotion d'une boutique devant laquelle je passais depuis que j'étais enfant. Très heureux de pouvoir intégrer la boutique et j'ai adoré cette expérience. Il y a l'horlogerie, on sait qu'on pense souvent l'horloger à son établi, dans le calme. Ça fait référence d'ailleurs à quand on peut réfléchir aux origines de l'horlogerie, mais tout ce bassin jurassien, l'horloger au calme de la montagne, et qui s'occupe l'hiver. Qui s'occupe l'hiver, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est très vrai. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les ateliers d'horlogerie. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup pouvoir rencontrer, pouvoir échanger. Et ça, c'était une chance avec cette opportunité en boutique. Donc, j'ai adoré l'expérience. Et donc j'ai travaillé un petit peu auprès de Cartier, donc dans cette boutique 13 rue de la Paix. Et finalement j'ai décidé quelques temps plus tard d'accepter on m'a contacté pour une autre maison qui est probablement la première que j'ai eu l'occasion de découvrir. C'est vraiment elle qui m'a fait connaître l'horlogerie au départ. Une toute petite maison. Alors une toute petite maison, c'est assez relativement confidentiel effectivement. Donc Omega en l'occurrence. Je pense que les auditeurs ne voient pas du tout de quoi tu parles. Non, du tout. Faudra faire un épisode spécial. Non, Omega, effectivement, et ça, c'est la maison par laquelle j'ai connu l'horlogerie, parce que mon papa était fan d'Omega. Et donc, j'ai été contacté. J'avoue que je me suis complètement laissé tenter. Et j'ai eu cette chance aussi d'intégrer, là encore, la boutique. Alors, cette fois-ci, horloger vendeur, donc j'étais véritablement en contact des clients, et ça, c'était vraiment une chance. C'est ça que je trouve hyper intéressant dans ton parcours. Je reviens là-dessus, mais ça me fait halluciner. Généralement, tu as vraiment les rhabilleurs ou tu as les réparateurs, enfin, avec ce côté taiseux qui va avec. Enfin, moi, mon grand-père était horloger, donc tu sais, je connais bien. On se comprenait avec un regard, il n'a même pas besoin de dire un mot, tu vois le genre. et avec le côté vente, et toi, tu arrives à faire la jonction, je trouve ça très fort. Oui, alors bon, tu transformes en force peut-être une faiblesse, peut-être que je suis trop bavard également, hein, c'est envisageable, mais oui, tout à fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je pense que l'expérience notamment chez Omega, ça m'a permis vraiment de le découvrir. Cartier comme Omega, c'est des maisons qui ont un très très beau patrimoine, comme Grand Seiko par ailleurs. Bien sûr. Là, tu as fait une trilogie. Enfin, je trouve que en plus tu finis avec le bouquet final du 14 juillet là. Enfin, je finis. Ta carrière n'est pas finie, mais je veux dire en tout cas, tu vas nous dire après de toute façon ce que tu as ressenti parce que j'ai envie de savoir. Oui, bien sûr, avec plaisir. On continue un petit peu avec Omega. On va arriver gentiment à Grand Seiko. Ouais, non, mais pour te répondre, effectivement, je pense que le fait d'être en contact, le fait de rencontrer autant de propriétaires de montres anciennes, notamment des Omega qui dataient des années 40, 50, ça a beaucoup construit et puis des montres anciennes, mais des montres récentes également, mais il y a une certaine passion quoi qu'il arrive chez les propriétaires de montres Omega, et ça c'était assez génial parce que ça nous a permis beaucoup d'échanger, et j'ai vraiment pris conscience de ce plaisir que j'avais à traiter comme ça de la maison et de l'horlogerie. Et c'est quelque chose qui me porte toujours aujourd'hui et qui a fait cette chance que j'ai pu avoir d'intégrer la maison Grand Seiko. D'accord. Bon, petite parenthèse entre les deux, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Oui, tout à fait. J'avais une petite parenthèse qui n'a pour le coup vraiment rien à voir. On peut pousser un peu, mais je pense rien à voir avec l'horlogerie. J'ai des amis d'enfance en fait qui ouvraient leur brasserie et qui cherchaient un collaborateur. Moi, je pense que je me cherche aussi peut-être un petit peu à l'époque, et j'ai accepté cette offre. J'ai adoré travailler en restauration. C'est vraiment un job que j'apprécie. On retrouve une certaine noblesse aussi, que tu retrouves aussi dans l'horlogerie. C'est vraiment arriver à cette émulation concrètement et arriver à donner du plaisir avec quelque chose. Oui, complètement. Et puis alors c'est ce que tu expliquais tout à l'heure sur le fait de pouvoir parler aux clients, le fait de rencontrer justement la clientèle directe finalement, de rencontrer les gens qui viennent vous voir. Ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est un aspect de mon travail que j'apprécie beaucoup. Et en cela, la restauration c'est génial. Et puis c'est un job qui est presque donné à tout le monde, hein, on va dire, mais qui par contre
voilà, à certains besoins et qui est un peu difficile également à travailler, mais c'est vraiment un job qui est très agréable à travailler. Donc quelque chose que c'est vraiment une super expérience, une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Et bon, les choses de la vie étant ce qu'elles sont, j'ai cherché à retourner en horlogerie après quelques années. Et j'ai eu beaucoup de chance dans ce parcours-là. C'est fou ce qui t'est arrivé. Raconte-nous ça, mais c'est dingue. Alors bon, c'est un processus un petit peu mûri, mais bon, j'ai fini par démissionner. Alors sans aucune animosité, pour la petite histoire. Oui, tu voulais passer à autre chose. Je voulais passer à autre chose et revenir peut-être à tes premières amours. Et revenir à mes premiers amours, revenir à quelque chose de différent, je pense. Bon, pour divers aspects. C'est mon ami d'enfance qui était mon patron du coup en restauration qui m'a conduit à l'entretien pour Grand Seiko, donc c'était complètement accepté. Toujours est-il que j'ai démissionné. Alors je te parle de ça, on est en 2020, à peu près février-mars 2020, ça se copie à peu près à ce moment-là. Il se passe pas un truc à ce moment-là? Alors il se passe un truc, il se passe une petite grippette. Petite grippette, exactement. Non, j'ai eu énormément de chance dans le sens où finalement alors moi j'ai démissionné, mon dernier jour était le 9 mars 2020 et le 14 mars je célébrais mon anniversaire, moi je suis de février mais je célébrais mon anniversaire, c'est la première fois que j'acceptais de faire ça, c'était mes 30 ans dans un bar et toujours est-il que je m'étais dit j'ai une petite semaine de battement entre la restauration et le Grand Seiko, c'est ce que je croyais. Je me suis dit je vais aller voir mes grands-parents, puis bon il y avait cette histoire de petite grippe qui traînait effectivement, bon j'ai pas tenté le diable. Et finalement, une semaine plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de la boutique avec qui on aurait l'occasion de travailler. C'était un certain 16 mars. On s'est tous rencontrés, on a tous signé nos contrats et puis on est rentrés se confiner. Incroyable. Donc tu commences chez Grand Seiko, tu ressens quoi quand tu démarres? Parce que connaissant l'horlogerie, forcément, ça fait terriblement écho chez toi. Oui, alors ça fait écho. Je vais pas être, par contre, je vais être très très honnête. Quand je suis contacté au départ pour Grand Seiko, je ne connais que, on va dire, de très très loin la maison. Alors j'ai beau traîner sur un peu les forums, les magazines. J'avoue qu'on parle d'une époque où la maison était très confidentielle encore, véritablement connue d'une élite d'amateurs qui était très très renseignée sur le sujet. Des vrais geeks, quoi. Des vrais geeks, tout à fait, et qui ont été véritablement, là pour le coup on en reparlera, mais les vrais premiers ambassadeurs de la maison en Europe. Et donc oui, alors quand je commence avec quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on ouvre la boutique. Alors il y a déjà cette excitation d'ouvrir un nouveau point de vente, mais au-delà de ça, il y a aussi le fait de commencer une maison. C'est-à-dire que quand on ouvre la boutique le 5 juin 2020, c'est pas la 7e boutique de la marque en Europe ou même en France. C'est vraiment la toute première. Et il y a cette excitation de commencer avec une maison qui est une marque qui a tout à montrer, même si elle était déjà présente sur le marché européen, mais c'était plus confidentiel et qui a vraiment qui déploie un peu ses ailes à plus large mesure le 5 juin 2020. Et donc il y a cette double excitation vraiment. Ouais, je comprends. Et puis dans le même temps, cette découverte aussi un peu sur le tas parce qu'on avait déjà un peu de retard. Et finalement, ça a été un peu rapide la mise en place des pièces. Alors évidemment, on a eu le temps d'apprendre, de potasser, mais malgré tout, voir les pièces en vrai, c'est autre chose. Et notamment la première pièce qui a été vendue, notre client me montre la pièce en vitrine. Il me dit ça, c'est quoi? C'est une montre à quartz. Bon, je regarde la montre, cadran beige, 3 aiguilles, pas de lettrage. Je me dis bon, il y a rien de marqué sur le cadran. Généralement, c'est quartz. Et celle-ci m'avait échappé. J'étais parti vraiment sur les icônes. Je dis oui, je pense. Et puis bon, au moment où je lui réponds, j'ouvre la vitrine, je sors la montre et non, rien à voir. C'est une montre mécanique remontage manuel. Et donc c'est évidemment, je connais un tout petit peu mieux nos collections aujourd'hui, 4 ans plus tard. Mais c'est vrai que ce premier jour, l'épisode va être court. Mais c'est vrai que dans les premiers temps, c'était une belle excitation d'ouverture. Incroyable. Et comme tu dis, c'est vrai que de toute façon, cette évangélisation, elle est encore présente concrètement. Et c'est aussi pour ça que je voulais vraiment qu'on fasse cet épisode ensemble. J'étais très excité à l'idée de faire cet épisode parce que c'est des montres qu'il faut apprendre à connaître. C'est une marque qu'il faut apprendre à connaître. J'invite d'ailleurs ceux qui ne l'ont pas fait à revenir sur l'épisode en sound design que j'avais fait sur Seiko en général, mais où je parle très longuement de Grand Seiko. Mais on est vraiment sur un pan très différent de Seiko malgré tout. On va en parler un petit peu plus tard. Et je pense qu'il faut que chacun fasse cette dichotomie vraiment entre Seiko et Grand Seiko. C'est très important. On va voir chaque aspect parce qu'il y a une véritable philosophie et une exigence qui est encore poussée à l'extrême par rapport à ce qu'on peut connaître sur Seiko classique. Évidemment, c'est pas du tout la même chose. Je parlerai de petits exemples et de l'analogie que j'ai faite. Moi, je trouve qui fait bien ça. Donc tu commences à te passionner, t'apprends. En plus, tu devais te régaler quand tu voyais les clients qui venaient, parce que t'avais quoi qui venaient? Des geeks, des moins geeks, des gens qui savaient pas. Comment tu fais au départ? Là, en plus, on ouvre dans une période qui est très particulière. On ouvre le 5 juin 2020, l'entre-deux confinement, j'ai envie de dire. Sauf qu'à l'époque, on n'en a pas conscience. On sort du confinement, on est ravis, c'était la fin. Donc on ouvre dans une période particulière. Pour rappel, finalement, les frontières sont relativement fermées. Donc les seuls
touristes qu'on va pouvoir rencontrer à Paris, ils sont finalement des Français qui vont passer à Paris. Et finalement, comme je disais un peu plus tôt, on n'a pas ouvert la 7e boutique d'une maison en Europe, en France. Et le fait que ça soit cette première boutique Grand Seiko, alors déjà, elle était très attendue par ces amateurs de la maison. Et vraiment, dans les premiers mois, on a eu tellement d'amateurs qui sont passés en disant écoutez, je passais à Paris, je pouvais pas passer sans passer voir la boutique. Non seulement elle est la seule à être comme ça, la seule à être exclusive Grand Seiko, et surtout, elle est quand même dans la véritable cour des grands, quoi. Vous êtes place Vendôme, quoi. Vous n'êtes pas... Alors ça, c'est une véritable chance, effectivement. C'est une grande chance de pouvoir être présent place Vendôme, parce que finalement, quand on commence en 2020, Grand Seiko, c'est vrai que la maison est très connue, on va dire des amateurs, très techniques de la maison, mais elle a tout à faire pour se faire connaître d'une plus grande part des amateurs d'horlogerie. Et finalement, ce relais incroyable qu'est la place Vendôme, c'est une chance incroyable de ne pas avoir été dans une... Il y a des rues très très belles à Paris, Bien sûr. On n'est pas en reste, mais c'est vrai que ça aurait été un petit peu plus confidentiel. Il y a ces rues où on va pouvoir aller parce qu'on sait... c'est l'image d'Épinal. Quand tu vas chercher le carré du luxe à Paris, tu vas à Place Vendôme. Oui, tout à fait. Tu vas par là. Est-ce que c'est différent de bosser et de travailler pour une marque japonaise? C'est une approche différente quand tu intègres, assez différente sûrement que de chez Omega, chez Cartier, etc. Je suppose, non? Oui, la culture, évidemment, la culture japonaise n'est pas la culture européenne. Ça se retrouve finalement dans tous les aspects de la vie. Donc pour une maison horlogère, oui, évidemment, on va retrouver ça sur nos pièces, évidemment, sur nos garde-temps, que ce soit dans le design, que ce soit sur les cadrans, que ce soit même dans l'idée même de fabriquer le calibre, dans la précision qu'on va pouvoir annoncer ce genre de choses. Mais ça se retrouve évidemment dans les relations de tous les jours. Et je pense que l'une des meilleures choses qu'on peut tirer et que je peux tirer aujourd'hui du fait d'avoir cette opportunité de travailler pour Grand Seiko, c'est d'apprendre de l'humilité japonaise également, qui est extrêmement importante et qu'on retrouve beaucoup sur moi chez Grand Seiko, cette discrétion, et on en parlait juste avant l'épisode tous les deux, mais qu'on va retrouver jusque dans le mobilier de cette boutique, tout à fait, dans l'ambiance. Ce que je t'ai dit, je redis exactement ce que je t'ai dit en off, c'est vous avez su avec l'ouverture de cette boutique, mettre le curseur au bon endroit. C'est-à-dire que c'est du quiet luxury. C'est-à-dire c'est luxueux juste ce qu'il faut. C'est tout sauf ostentatoire. Mais le luxe est malgré tout présent. Et une certaine image, en tout cas, du beau, qui coïncide parfaitement avec les pièces qui sont présentées. Enfin, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai. Je peux me tromper, mais je pense que c'est un petit peu ça quand même. Ouais, non, je partage tout à fait ton avis. Je pense que ce que tu nommes effectivement Quiet Luxury, c'est très vrai. Je pense que la boutique est à l'image des pièces, très japonaise. Le luxe, on va le retrouver moins dans l'ostentation que dans la qualité d'exécution. La boutique, elle est faite vraiment sur un on s'y sent bien japonais, on s'y sent bien. On va retrouver ces tatamis, on va retrouver ces bambous. Et finalement, ces bambous, ils sont tous taillés précisément. Finalement, c'est là que se trouvent les détails. C'est là que se trouve le luxe quelque part. Dans le papier washi qui va être utilisé également, dans ces shoji qui sont ces parois coulissantes, très typiques de l'architecture japonaise. Sans tomber dans le cliché, comme tu l'as très bien dit. Sans tomber dans le cliché. Pas dans le truc qu'on a l'impression d'avoir vu 1000 fois dans tous les films. Mais j'invite, encore une fois, faites-vous une opinion, on va en parler un petit peu tout le long du podcast. Je vous invite, les Parisiens et les non-Parisiens d'ailleurs, parce que quand on fait une halte sur Paris, c'est bien on sait que quand on est amateur, on aime bien aller venir voir un petit peu tout ça. C'est une expérience, sincèrement. On sait que l'expérience client, utilisateur, visiteur, appelez-la comme vous voulez, elle est super importante. Et ça fait plaisir d'entrer quelque part et de pas se faire jeter une carte à la figure, d'entrer quelque part et d'être considéré, d'entrer quelque part et de voir que on vient pas vous sortir le best-seller uniquement. On vous demande ce que vous voulez. Et ça, tu peux pas savoir comme ça fait du bien. Ouais, alors déjà, on a la chance déjà d'avoir je pense le plus grand stock d'Europe, donc en tout cas le plus grand nombre de références. Donc ça, c'est quelque chose qui permet. Mais comme tu le notes très très bien, on pourrait tout à fait ne pas en tenir compte. On a la chance ici d'avoir des collaboratrices et des collaborateurs qui sont, je pense, passionnés également par la maison, et c'est vrai que la maison communique cette passion, elle donne vraiment envie. Moi, c'est ce que tu me demandes un petit peu plus tôt, très rapidement, dans les premiers mois, je me suis vraiment pris de passion pour une maison que quelques mois plus tôt, je connaissais que de nom, de réputation, et ça arrive très vite. Et ce que moi j'ai pu vivre, ce que nos collaborateurs peuvent vivre, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup chez nos clients. Certains, on va les rencontrer lors d'un événement, ils se disent, écoutez, je considère, je ne suis pas encore à sauter le pas, et puis un an
plus tard, prochain événement. Écoutez, j'ai acquis les 2 dernières. Ils éjectent, même, pour te dire, moi, ça n'engage que moi ce que je dis, hein. Mais j'ai vu plein de collectionneurs qui éjectent des montres suisses qu'ils avaient pour agrandir la collection Seiko, je te le dis clairement. Ouais. Parce que ils mettent le pied dans la porte, tu sais, ils commencent à apprendre, ils disent, et après, c'est la gourmandise, quoi. C'est vraiment, on se rend compte, on découvre le polissage d'Aratsu, on découvre les index, on découvre les cadrans, on découvre les textures. Et c'est d'une richesse incroyable, concrètement. Oui, je pense que c'est quelque chose, moi, que j'apprécie beaucoup chez chaque grand Seiko, parce que ça rejoint ce que tu disais sur la boutique, sur les détails. Mais il y a du détail pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut, enfin beaucoup, en tout cas, de typologie d'amateurs d'horlogerie peuvent se retrouver chez Grand Seiko et ne pas venir pour les mêmes raisons. C'est quelque chose que j'explique beaucoup lors des formations que je peux dispenser. Il y a des maisons qui sont beaucoup plus faciles d'accès, ou en tout cas en termes de connaissances, dans le sens où il y a tous ces paramètres autour, c'est le cinéma, oui. Puis il y a certains sports, des blockbusters. Et on va voir ce brand content auquel elle se raccrocher. C'est vrai que pour Grand Seiko, finalement l'identité tient vraiment à la pièce elle-même, au garde-temps lui-même, et c'est juste une ouverture, parce que finalement ça peut être le design de la boîte, ça peut être le calibre qui l'équipe, le cadran qui l'équipe. Pour moi, c'est vraiment j'ai quelque chose qui me fait vraiment avoir du mal à reconsidérer d'autres maisons, les index et les aiguilles. Ah ouais, quand t'as goûté, quand t'as vu ça, c'est terrible. C'est terrible. Le fasté des aiguilles. Et je te disais en off, je t'avais dit que j'en parlerai parce que ça m'a vraiment marqué. J'étais il y a quelques jours au Geneva Watch Days. Super événement, j'ai été très bien reçu, enfin vraiment très sympa. Et moi j'avais ma Grand Seiko, le confié que vous m'avez passé, je mettrai en photo la GMT, et j'étais un peu l'outsider concrètement, parce que se pointer en Suisse, à Genève, avec une Grand Seiko, c'est quand même, tu vois, pas rien. Et habituellement, quand je viens, j'avais ma Zénith, etc. Alors il l'a regardé, enfin il l'a voyé sur le plateau, mais il n'y avait pas de réaction particulière. Une fois sur deux, les personnes qui m'ont reçu dans les salons m'ont dit, est-ce que je peux regarder, ou ils la prenaient dans les mains pour regarder, et à chaque fois en disant, ah ouais quand même, tu vois. Donc c'est intéressant quand même, ce côté un peu, vous proposez une offre qui est tellement belle, il y a tellement de poésie, on va parler de tout ça, les saisons, etc., etc. On sent que ça intrigue quand même. Et j'ai trouvé, au contraire, que c'était une très belle marque d'ouverture d'esprit de la part des Suisses, justement de regarder, de vouloir s'intéresser. Je suis pas sûr qu'il y a quelques années, ça se serait passé comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, c'est dur à dire. Et puis c'est vrai que l'horlogerie est très centrée sur la Suisse, pour les raisons historiques qu'on sait. Et étonnamment, alors nous, évidemment, que ça représente un défi quelque part dans notre travail de tous les jours, de rappeler que l'horlogerie peut tout à fait être fabriquée au Japon, comme elle pourrait être fabriquée en Amérique du Sud, en Afrique. Il n'y a pas de raison quelque part qui empêche cela. Et alors nous, on est au Japon, on est quand même très très loin de la Suisse, mais des maisons horlogères qui sont beaucoup plus proches. Je pense notamment à des maisons horlogères allemandes, qui sont des maisons horlogères de très grand intérêt, de très très belle facture, et qui sont presque moins publicisées du fait de ce ne sont finalement pas des marques suisses. Et ça, c'est un défi, mais c'est un défi qui est pas inintéressant. Et je pense que, comme tu me le disais un peu avant l'épisode, je pense qu'il y a aussi, on a cette chance d'arriver, je pense, au bon moment. En fait, c'est des pièces qui ne parlent que principalement par leur qualité. Ouais. Et là, je vais encore parler à titre personnel, tu le disais également, mais je pense qu'on arrive à une époque où on est d'accord pour se faire plaisir, on est d'accord pour s'offrir quelque chose. Alors là, on parle d'horlogerie, mais on pourrait parler de vin, on pourrait parler d'un beau restaurant. Je pense que notre soulier, de plein de choses comme ça. Je pense que notre génération aussi va rechercher beaucoup plus la qualité. On est d'accord pour dépenser cet argent, mais par contre, on souhaite véritablement que ça soit accompagné d'une certaine qualité derrière, et pas uniquement la publicité qu'on a pu en voir, l'égérie qui va pouvoir le porter. Et en cela, je pense que sincèrement, Grand Seiko arrive à une très belle période finalement. Oui, et je te le confirme complètement, parce que moi je suis malgré tout à l'épicentre un peu de ce que je peux voir en réaction des auditeurs, et n'hésitez pas en commentaire à m'en faire part. C'est que il peut y avoir une certaine lassitude justement de la part de certains d'entre eux du branding autour des stars, ce genre de choses ça fait plus rêver. On n'achète plus une montre parce qu'une star la porte aujourd'hui. Je pense que c'est fini tout ça en fait, sauf des stars qui font écho aux années 60, etc. Mais bon, ça se recycle, mais à un moment où on a tiré sur la corde, à la fin, il n'y a plus de rouleau, quoi, tu vois. Et justement, à surpayer quelque chose qui ne les vaut pas, je parle en règle générale, je mets personne en lumière en particulier. Et là, vous arrivez-vous avec une offre où c'est le produit qui parle par sa qualité. C'est ça le truc. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'apporte le produit ne se voit pas au premier regard, et c'est la raison pour laquelle vous avez l'inconvénient de votre avantage parfois. C'est-à-dire que beaucoup de personnes disent oui, mais attends, c'est une Seiko. Non.
c'est pas du tout la même chose. Et je reprends l'image, je te l'ai dit en off, et moi je trouve qu'elle illustre bien pour ceux qui ne comprennent pas la marque. Et moi le premier, il y a quelques années, il y a pas mal d'années, je comprenais pas la lecture de cette marque en fait. Je dis mais pourquoi il y a des montres à 500, à 5000, à 10 000, je comprends pas. C'est très simple. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous prenez l'image d'un restaurant connu qui fait d'un côté une brasserie avec des produits frais, des très bonnes choses, un bon rapport qualité-prix avec des menus. Ça, c'est Seiko concrètement, avec des choses qui sont bien faites. On en a pour son argent, c'est très bien. Et dans ce même restaurant, vous avez une table à l'étage ou en sous-sol avec 7, 8, 9 convives avec un repas et un menu préparé par un grand chef. C'est toujours le même restaurant, mais c'est pas les mêmes produits, c'est pas la même attention et c'est un niveau d'exigence et de qualité qui est poussé à l'extrême. Grand Seiko par rapport à Seiko, c'est ça pour moi. Je sais pas ce que tu en penses. Non, c'est une belle comparaison effectivement, et je suis très heureux qu'elle change un peu de la comparaison automobile qui vient souvent à l'esprit. Pas seulement pour Seiko, Grand Seiko, mais pour ça m'a très bien. Mais c'est vrai que c'est souvent l'automobile qui revient quand on parle d'horlogerie. Donc c'est très vrai. Et pour revenir à ce que tu disais sur les ambassadeurs, et ça revient un peu à ce qu'on disait sur la boutique. Nous, quand on a ouvert vraiment dans les premiers mois d'ouverture, premiers visiteurs, vraiment les premières personnes qui ont fait l'effort, même de voyager depuis le reste de la France pour venir nous voir en boutique, étaient les premiers ambassadeurs et sont toujours aujourd'hui les premiers ambassadeurs de la maison. On est une maison également qui n'a pas la même production que d'autres maisons, mais au-delà de ça, chaque propriétaire de Grand Seiko est un ambassadeur. Non pas seulement uniquement parce qu'il apporte, mais parce qu'en plus, il a fait ce choix de partir sur Grand Seiko. C'est une marque de cœur et il sait pourquoi il a choisi la pièce qu'il porte et il est heureux de le partager. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose d'unique, mais c'est quelque chose c'est une belle chance, véritablement. Et 0% des acheteurs de Grand Seiko achètent une Grand Seiko pour frimer, pour faire simple, pour parler très trivialement. Non mais tu comprends, c'est parce qu'on aime le beau, parce que ça nous plaît. Moi, tu sais, j'ai toujours eu un rapport très égoïste avec la montre. C'est parce que ça me plaît. Quand j'ai acheté ma première Breitling à 15 ans, que je racontais aux autres que c'était une fausse quand ils me demandaient, parce que je voulais pas qu'on m'emmerde avec ça, en fait. Ça paraît lunaire de dire un truc pareil, mais c'est parce que c'était très égoïste, parce que c'était pour moi. Quelqu'un qui achète une Grand Seiko, c'est parce qu'il sait ce qu'il y a dedans, il sait comment c'est fait, il sait la qualité du mouvement. Enfin, quand t'as un spring drive, quand t'as des choses comme ça, c'est des prouesses. En termes de précision, ça n'a rien à envier aux autres marques, bien au contraire. Il y a des choses, il y a des innovations chez Grand Seiko qui sont absolument incroyables. Oui, bien sûr. Et puis on parle souvent, comme tu dis, de la précision. C'est vrai que l'artisanat en fait touche beaucoup d'étapes de la maison. Alors même si on publie pas toujours dessus, même si on n'en parle pas toujours, mais c'est vrai que toutes ces étapes sont très primordiales. On pourra en reparler un petit peu plus tard. Bien sûr. J'ai eu la chance notamment de. Je voulais te citer la manufacture un peu plus tard. Mais c'est très vrai. Je pense aussi que une personne qui porte une Grand Seiko, comme certaines autres maisons, va pouvoir, c'est quelque chose qui va appeler aussi peut-être une conversation avec un autre amateur d'horlogerie. Ah, j'ai vu ce que tu portais. Moi aussi j'ai vu, j'aime beaucoup la marque que tu portes. Moi j'aime beaucoup Grand Seiko aussi. Et c'est quelque chose qui, je pense, qui est partagé par des amateurs d'horlogerie, mais pas uniquement à nouveau le calibre. Ça peut être la montre dans son ensemble, le travail qui a été apporté, du cadran, des index, de tout. Enfin, c'est vraiment un tout, et de ce qu'elle dégage surtout. Parce que on va en parler, mais l'obsession de Grand Seiko, c'est d'avoir quelque chose qui soit agréable à l'œil, qui soit homogène, qui ait pas de dissonance. On voit des cadrans qui sont très équilibrés, on voit des formes de cornes, etc., etc. On rentre dans le vif du sujet avec Grand Seiko, on y va ? Avec plaisir. Est-ce que tu veux qu'on commence à parler tout simplement du boss, Kintaro Hattori, à l'époque. Je pense qu'on peut commencer à parler de lui déjà, parce que c'est lui qui a insufflé ça depuis le départ. Oui, tout à fait. Alors effectivement, donc Kintaro Hattori, né en 1860, à une période de transition au Japon. Il faut savoir qu'on passe de l'ère Edo à la restauration de l'ère Meiji, et le génie de Kintaro Hattori à l'époque, il a à peine 21 ans quand il ouvre son premier atelier en 1881. Ouais. Date retenue pour la naissance effectivement de Seiko. Son génie, ça a véritablement été de réaliser qu'il y avait ce besoin qui se présentait. Il faut savoir qu'en 1873, le Japon, dans un but d'ouverture aussi sur l'international, adopte le calendrier et le système horaire tel qu'ils ont eu en Occident, tel ceux qu'on connaît aujourd'hui, tout à chacun ici. Et c'était pas le cas avant. Et ça, forcément, ne pas avoir les mêmes heures, c'est comme un peu ne pas avoir le même alphabet. C'est toujours des choses qui peuvent C'est handicapant. C'est handicapant. Et donc, il a ce génie de réaliser ce besoin d'importer beaucoup de pièces dans les premiers temps, mais dès l'origine de vouloir cette production japonaise et cette production de Parce que très vite, il fait construire ses propres machines d'établissage, etc. Tout à fait. Au début, il fait de l'assemblage au tout début. Et même, il a commencé, j'avais vu ça, il a commencé à 13 ans dans des établis. Enfin, c'est quand même, déjà, le mec est énervé
au départ. Enfin, il commence. Kentaro Tori, c'est quand même un sacré personnage, on va le voir par la suite. Ce que j'avais vu et ce que je dis d'ailleurs dans l'histoire de Seiko au départ, c'est que il réalise que les gens vont avoir besoin de l'heure partout parce que le train arrive à Tokyo. Tout à fait. C'est fou ça. Oui, tout à fait. Alors c'est très vrai et effectivement, comme tu le dis, très rapidement, il va créer ses propres machines ou alors se fournir. Il voyage dans le monde entier pour se fournir. Il crée sa première véritable manufacture en 1892, celle qu'on va appeler Seikosha. C'est vraiment la première fois qu'on va apparaître Seiko. Seiko qui peut être par ailleurs qui s'explique. C'est vrai que souvent on entend la question de savoir mais pourquoi Seiko, qu'est-ce que ça signifie. Je crois que tu l'avais expliqué. Oui, tu l'avais expliqué. Précision et chasse et maison, c'est ça. Exactement. Oui, tout à fait. Et Sei et Ko peuvent également être séparés. Sei, ça va être exquis et Ko va être un peu l'ingénierie quelque part. Donc il y a cette double signification. Donc c'est vraiment la maison de la précision, la maison du succès. Dès le départ, et avec les valeurs de maintenant finalement. Dès le départ aligné, dès le départ des pièces qui portent des noms en caractère latin également. Et dès le départ, il y a eu cette volonté de ne pas se, comme tu le disais, de ne pas s'handicaper quelque part et en tout cas se bloquer sur le territoire japonais, mais avec cette volonté qu'un jour on pourra exporter les pièces. Et c'est pour ça que les premiers modèles, la Timekeeper, la Laurel, la Marvel après dans les années 50, effectivement, porteront des noms qui seront toujours compréhensible, on va dire, dans le reste du monde. Et ça a été une force aussi de... Quel visionnaire quand même, quel visionnaire, franchement, d'arriver à s'imaginer, tout le monde va avoir besoin de l'heure. Surtout que quand il commence à faire tout ça, les gens portent quasiment pas de montre-bracelet. Non, tout à fait. Tout à fait, c'est principalement des montres gousset quand les gens portent des montres, ce qui n'est pas toujours le cas. Et oui, tout à fait. C'est sûr que le train est un bouleversement. Et la nécessité du temps, aujourd'hui, on a la nécessité du temps qu'on va retrouver sur notre iPhone. On se pose plus la question d'avoir la bonne heure. Ça nous semble évident, on ne se pose plus la question de la bonne heure. Il faut savoir qu'il y a une époque quand même où, même en France, en fait, chacun n'avait pas la même heure. Il a fallu mais les trains, tout. Pour les trains, effectivement. Vous n'avez pas, pour ceux qui sont plus jeunes, toi, tu t'as peut-être connu, je sais pas, j'en sais rien. Ça fait vieux qu'on dire ça, tu peux pas savoir. L'horloge parlante. J'ai connu, je suis pas certain d'en avoir déjà eu. Je l'ai utilisé moi quand même. Okay. J'ai appelé le truc qui coûtait je sais pas combien, et t'avais une personne féminine qui disait allez à quatrième top, il sera exactement machin. Et ça paraît dingue de faire un truc pareil aujourd'hui, quoi. Ouais, tout à fait. Alors c'est marrant, j'ai petite anecdote, j'ai passé mes congés en Écosse. Et ils ont ce canon sur le château d'Édimbourg qui annonce tous les jours à la même heure un coup de canon. Et en fait, ce coup de canon servait à donner l'heure pour que tout le monde puisse régler sa montre au même moment, se synchronise. Et notamment les marins qui ne pouvaient pas, les jours de grand brouillard, voir le signal lumineux. Et c'est fou de se dire qu'il y a eu ce besoin. Alors qu'il suffisait d'acheter une Seiko. Alors qu'il aurait fallu effectivement d'acheter une Seiko ou alors d'attendre l'arrivée de la première grande Seiko. Mais qui est tout le contraire, c'est en fait hyper présomptueux, tu sais. Et alors, ce que tu m'as dit, tu m'as dit qu'on disait Seiko en fait plutôt. Alors, je vais pas préjuger de mon accent japonais. Je ne parle pas du tout japonais, mais t'as fait un petit tour là-bas, donc c'est bon ça. Alors j'ai eu la chance. J'ai surtout appris à dire que je ne parlais pas japonais, ce qui est très très pratique. J'ai appris quelques formules de politesse pour. Après, t'as Google Translate, maintenant tu peux faire aussi. Oui, tout à fait. Ça fonctionne plutôt bien. Après, réussir à apprendre le texte, parce qu'on peut toujours faire dire le texte à Google, mais là on déshumanise complètement la relation. Mais oui, j'essaye d'apprendre de temps en temps quelques phrases. Bon, j'aimerais beaucoup du reste essayer d'apprendre un peu plus de base du japonais. Donc oui, je crois qu'on dit Saiko, effectivement. C'est quasiment, alors c'est presque comme si on disait S-A-I tréma un peu. Quasiment, entre les deux en fait, entre Saiko et Seiko, c'est un peu entre les deux. Saiko. C'est un peu ça. Un petit peu. Je crois qu'en japonais, c'est pas que je crois, c'est surtout mon accent qui me le permet, mais ce serait Grando Saiko. Et c'est vraiment avec mon accent. D'accord. Donc à prendre entre parenthèses. Ouais, alors moi, effectivement, je dis toujours, il y en a qui disent beaucoup Grand Seiko, moi je dis Grand Seiko, je fais à la française, désolé. Et le petit adage, donc justement, ce que tu m'avais dit, c'était de Kintaro Hattori, always one step ahead of the rest. Toujours au niveau dessus, en fait. Oui, c'est une politique qui s'était, une philosophie, même un mantra qu'il s'était imposé, qu'il avait imposé à sa maison. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ses créations. Alors, je sais, et puis pour avoir aussi écouté tes podcasts, mais c'est quelque chose qui est très très vrai en horlogerie. Et ça, j'ai commencé à l'apprendre dès les études. Tout le monde est le premier. On est tous le premier à avoir fait. L'un des meilleurs exemples, c'est le chronographe automatique. Mais tout le monde est un peu le premier en horlogerie. Donc quoi, c'est pas Zénith. Mais qui met mal à l'aise, tu sais. Mais ouais, tout le monde est un peu le premier. Mais c'est vrai que s'imposer ce mantra, c'est un
important en fait quand on est entrepreneur, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, et c'est quelque chose qu'il a aussi réussi à insuffler. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui le groupe en lui-même est toujours familial. C'est son arrière-petit-fils, M. Shinji Hattori, qui est toujours à la tête de cet empire maintenant, véritablement. Et c'est beau en fait de dire qu'on ça reste une maison familiale, et finalement ces impératifs demeurent, cette volonté toujours d'aller de l'avant. Je pense que l'un des meilleurs exemples pour Grand Seiko, ça va être le Spring Drive, véritablement. Magnifique. C'est l'un des plus beaux exemples en tout cas, et l'un des plus parlants aujourd'hui. Ouais, complètement. Mouvement incroyable, on en parlera tout à l'heure. Donc, est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de Tsuneya Nakamura ? J'aimerais bien qu'on fasse une parenthèse sur lui quand même. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Est-ce que t'es chaud ? Écoute, on peut en discuter, avec grand plaisir. Tsuneya Nakamura, alors il faut savoir qu'au moment donc de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, la manufacture qui se situe à Tokyo, qui est déjà une deuxième manufacture. Il faut savoir que dans le courant des années 1930, la manufacture s'est scindée quelque part en deux. On s'est rendu compte finalement de la proéminence des montres bracelets, et on a voulu séparer la fabrication des horloges de la fabrication des montres bracelets. Donc cette seconde manufacture, Daini Seikosha, Daini qui signifie donc seconde. Cette seconde Seikosha est réalisée à Tokyo elle-même. Et puis la guerre commence, et il faut quelque part évacuer cette manufacture. La production va continuer dans les Alpes japonaises. On a déjà un partenaire dans cette région-là, dans la région de Suwa, le lac de Suwa, et on continue la production. À la fin de la guerre, la manufacture de Daini Seikosha est complètement reconstruite à Tokyo. En quelques années à peine. C'est-à-dire que je crois qu'elle est bombardée en 45 ou 44, et elle est reconstruite, je crois, en 48. Alors, tout à fait. C'est sous réserve, mais moi, c'est ce que j'ai comme info en tout cas. Il est quand même incroyable, le Kentaro Hattori. Parce qu'à l'époque, non, c'était son fils à l'époque d'ailleurs, je dis une bêtise. Oui, tout à fait. C'est son fils, pardon. Tout à fait. La famille. La famille Hattori. Mais quoi qu'il arrive, en fait, c'est très japonais. C'est quelque chose que même en Europe, tout un chacun a conscience du Japon, de cette résilience, c'est cette facilité de s'adapter, ou en tout cas cette volonté de s'adapter et de rebondir. Une contrainte devient un cahier des charges pour faire encore mieux, et un alibi pour faire encore plus fort, encore mieux. C'est fou quand même. Oui, tout à fait. Donc nous, comme tu le disais, on reconstruit la manufacture en 1948. Pour autant, on va laisser une partie de la production dans les Alpes japonaises, la préfecture de Nagano exactement, et donc cette manufacture qui va dans les premières années s'appelait Daini Seikosha Suwa. Et donc Tsuneya Nakamura, dont tu parlais, est un ingénieur de Suwa. Qu'on reconnaît pour les modèles vintage avec le petit logo. Oui, tout à fait. Alors, le petit logo qui a été introduit quelques années plus tard, effectivement, il y a eu cette période avec ces petits logos, donc Daini Seikosha. Ça ressemble un peu à un S, un petit peu, si on peut dire. Ouais, le petit éclair, quelque part. Voilà, l'éclair à S. Et l'autre qui est plus circulaire. L'autre qui est plus circulaire, qui est un tourbillon, un typhon, on va dire, de Suwa Seikosha. Et donc, Tsuneya Nakamura, qui effectivement va être un peu à l'impulsion. Il va faire partie de ces horlogers, de ces ingénieurs qui ont vraiment aidé la maison à prospérer et à s'améliorer, et notamment il fait partie des horlogers qui ont réglé une grande partie des montres. Ça c'est un petit peu l'histoire un petit peu moins connue de la maison, mais entre 63 et 68 on envoie beaucoup de pièces en Suisse pour participer au concours des observateurs d'astronomie, et il fait partie des horlogers triés sur le volet, évidemment, qui les règlent. Il faut savoir que chaque montre, ça fait partie des règles, doit être réglée par un horloger, et donc c'est à lui notamment qu'on doit une grande partie de ce travail. Il a également, de par ses créations, oui, forcément amené à la première Grand Seiko, qui n'apparaît pas à Tokyo, mais bien à Suwa, dans les Alpes japonaises. Mais de toute façon, c'était un ingénieur de Suwa. Oui, tout à fait. Donc, il crée ça, et en 1960, donc la première, l'idée de départ de cahier des charges de créer une montre parfaite, entre guillemets, donc la Grand Seiko. Oui, tout à fait. Le nom de projet Grand Seiko. Alors, le nom de projet Grand Seiko, c'est effectivement la volonté, c'est de créer la meilleure montre possible, véritablement. Alors, ça procède d'une sorte d'attitude compétitive qu'on a pu retrouver entre les deux manufactures, Daini Seikosha, Suwa Seikosha, alors qui n'était pas véritablement, on trouve un peu toutes sortes d'informations, mais qui n'était pas vraiment orchestré par la direction, mais qui par contre était quand même vu d'un bon œil, parce que ça permettait quelque part d'améliorer. Ça apporte une émulation, en effet, mais puis il faut aussi se remettre dans le contexte et dans le lieu. C'est-à-dire que c'est pas du tout la mentalité française. Quand deux sociétés en interne se tirent la bourre, pour parler trivialement sur ça, c'est une concurrence très saine. Au contraire, c'est une quête de s'élever entre les uns et les autres. C'est pas quelque chose pour écraser l'autre, c'est pour dire je peux mieux faire, je peux m'élever.
Oui, tout à fait. Alors les deux manufactures avaient vraiment leur identité propre à l'époque, et il y avait cette volonté, en fait on y revient, mais one step ahead of the rest, il y avait quand même cette volonté toujours de s'élever, et ce climat un peu compétitif a clairement accéléré le processus. Sachant que dans les premiers temps, si je dis pas de bêtises, Denny faisait plutôt des horloges au tout début, et après c'était les montres à sous-bas, je crois. Alors, Denny Seikosha a véritablement été créé en 37 pour la production des montres bracelets, et c'est séparé de Seikosha qui fabriquait les pendules. Finalement, en fait, après la guerre, la production reprend. Et bon, les deux vont faire des montres, mais c'est vrai que cette première Grand Seiko et ce climat un peu compétitif qui a amené à la première Grand Seiko vont vraiment être bénéfiques pour la maison dans son ensemble. Et donc, cette première Grand Seiko, comme tu le disais, elle apparaît en 1960, le 18 décembre, pile à temps pour Noël, une semaine avant Noël. Je pense que faire des petits cadeaux à Noël, comme pour l'Astron chez Seiko. Effectivement, quelques années plus tard, mais ouais, elle sort pile le jour de Noël. Beau cadeau à la Suisse. Beau cadeau. Toujours est-il, la toute première Grand Seiko. Alors, c'est une montre qui est relativement simple dans son design, mais immensément complexe dans son exécution. C'est toujours l'adage de chez Grand Seiko, c'est la simplicité, la sophistication ultime. C'est un petit peu ça, quelque part. Tout à fait. Parce que finalement, cette première pièce, elle est très classique dans son approche. Pour autant, le travail qui est effectué, alors, j'ai envie de dire, il touche les yeux dès le départ, parce que finalement, on le retrouve déjà sur le cadran, les aiguilles, les index, multifacettés, afin de pouvoir refléter la lumière au mieux et de garantir la meilleure lisibilité. C'est l'un des credos de Grand Seiko, dès cette première Grand Seiko, ce qui avait été commencé quelques années plus tôt avec la Lord Marvel, quelques mois plus tôt avec la Lord Marvel, qui avait déjà ces index facettés qui ont vraiment un peu annoncé la première Grand Seiko. Et cette première Grand Seiko, alors effectivement, côté cadran, on retrouve beaucoup d'éléments qu'on va retrouver encore aujourd'hui, mais côté mouvement, on avait déjà un mouvement qui était exceptionnel pour l'époque. On parle de plus 12 à moins 3 secondes par jour, on parle de 45 heures de réserve de marche, tout ça en 1960. C'est une très belle pièce qui sort à l'époque. Alors il y a eu, sur quelques années de production, il y a eu quelques variations. On l'a trouvé principalement Cap Gold, Gold Capped, donc c'est-à-dire pas vraiment du plaqué, un peu plus épais, mais pas du 20 microns, un truc comme ça. Alors je ne me rappelle pas exactement de la taille, même si à l'époque on faisait quand même des plaqués qui étaient différents. J'ai quelques plaqués de mon des années 60 à la maison, c'est du 80 microns. J'avoue que c'est quand même 80, c'est énorme. On a un peu changé les normes, effectivement. Mais donc il y avait la plus grande part de la production était telle quelle, et puis quelques exemplaires en platine. Alors ils sont bien plus rares. Et puis après il y a eu quelques différences. Alors côté mouvement, mais côté cadran surtout, on a retrouvé des cadrans, alors des aiguilles qui étaient légèrement différentes, mais surtout des logos qui étaient différents également, des logos appliqués, des logos peints, et probablement parmi les plus beaux, les logos qui étaient gravés à même le cadran. Qu'on peut retrouver sur certaines recréations de la First, on l'appelle la First, la toute première Grand Seiko, un peu amoureusement, mais ouais, c'est une très très belle pièce. Ok, très bien. Ensuite, j'aimerais quand même qu'on arrive sur l'incontournable grammaire du design, évidemment. Je pense et c'est là où on rentre vraiment dans le vif du sujet. Pour comprendre Grand Seiko, faut comprendre ça. Faut connaître ça en tout cas, sinon on peut pas comprendre ce qui se passe et tous ces reflets, toutes ces choses. Il n'y avait pas que ça, et la grosse et la forte influence de Taro Tanaka. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors Taro Tanaka s'occupe du design pour la maison. Alors pas seulement pour Grand Seiko. Évidemment, la première Grand Seiko sort en 1960. Il y a uniquement marqué Grand Seiko sur le cadran, mais c'est toujours un modèle de la maison Seiko. Quand Taro Tanaka travaille pour la maison, finalement, il travaille pour l'ensemble des collections de la maison. Et Taro Tanaka, son influence, elle va être très très importante, parce que au-delà des dessins qu'on va lui connaître, notamment celui de la 44 GS. Avant d'en arriver à cette réalisation, il y a un travail préparatoire qui est énorme, de remodelage presque du métier même de designer pour la maison. Alors c'est le premier designer industriel qui rejoint la maison, mais de remodelage du travail lui-même, sur beaucoup d'aspects. Je pense que l'un des plus criants, c'est la modification des mesures. L'ensemble des acteurs de la fabrication d'une pièce ne parlaient même pas dans les mêmes mesures. Certains parlaient en ligne, certains parlaient en millimètres. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui forcément amène des problèmes, amène de l'adaptation au moment de monter la pièce. Et bon, il a fallu passer par des éléments comme ça. Et oui, la légende Taro Tanaka avait la chance de pouvoir travaillant à Tokyo, de pouvoir visiter Wako qui est un peu le department store du groupe. Ça appartient au groupe et qui se trouve sur Ginza. C'est vraiment
landmark de Ginza. C'est vraiment un élément très très important. C'est un très beau bâtiment avec cette horloge sur le toit, cette tour maison de l'horloge. Tout à fait. Et en fait, dans les premiers étages, donc il y a ce multimarque horloger. Alors évidemment, on vend la maison Seiko, évidemment, on vend les grands Seiko, mais on vend également des maisons, suisses. Et bon, l'anecdote, un peu la petite légende, mais voudrait que, il a été un peu surpris de voir que finalement les clients, bien qu'on se situe au Japon, se rendent principalement vers pas principalement, mais en tout cas, ne se rendent pas autant qu'ils le souhaiteraient vers les pièces japonaises, et surtout, ils réalisent que finalement, les pièces suisses, les pièces allemandes, peut-être appelle un peu plus l'œil. C'est lui-même qui s'est fait cette réflexion apparemment. Alors encore une fois, c'est la légende, guillemets, parenthèse qu'on veut. Effectivement, qu'il avait vu la vitrine et que c'était pas assez le modèle qu'il voyait en premier. Et ça l'a tellement dérangé qu'il a tout remis en question. Oui, tout à fait. En fait, il s'est posé la question de comment pouvoir donner une identité propre à ces montres. Alors, je pense qu'aussi les années 60 étaient une décennie de beaucoup d'évolution. Alors, on parle de l'horlogerie, mais ça peut être le cas en automobile, en architecture. Il y a eu beaucoup de bouleversements. Et pour ce qui est de l'horlogerie, effectivement, il a commencé à converger, Taro Tanaka, sur comment créer la montre la plus belle possible. Alors, la première Grand Seiko était déjà une pièce superbe, mais il va chercher à offrir un petit peu plus d'identité aux prochaines réalisations. Et donc, il va mettre en place ce que nous, on va appeler par la suite la grammaire du design. Ces éléments qui, selon lui, doivent conduire à fabriquer une montre la plus belle possible, avec des surfaces planes les plus larges possibles, avec des belles arêtes bien droites, des beaux angles, des belles cassures. Et toujours très important pour la maison Grand Seiko, mais très lisible, donc un cadre en plat, des index et des aiguilles multifacetées. L'ensemble doit conduire à fabriquer la montre parfaite selon lui. Ça, c'est pour la théorie. Pour la pratique, il va avoir besoin de quelque chose de très important, et ça l'est toujours aujourd'hui. C'est un polissage particulier. Oui. Quand vous souhaitez avoir les surfaces les plus plates possibles, et ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai appris en études d'horlogerie, mais l'objet suit l'outil. On ne peut pas obtenir une surface parfaitement plane avec un outil rond. C'est un peu compliqué, voire impossible. Pour pouvoir obtenir la surface les plus planes possibles, il faut travailler presque comme un diamantaire, c'est-à-dire sur un lapidaire. Et donc, finalement, l'acquisition, dans un premier temps, de ces machines, de ces machines qu'on acquiert en Allemagne, en l'occurrence, qui étaient des machines qui étaient fabriquées par les frères Salage, là-bas, et qui vont donner naissance à ce qu'on va appeler le polissage Jaratsu, qui sont des lapidaires, finalement, sur lesquels on va travailler verticalement chez Grand Seiko. Mais voilà, ça commence comme ça. Apparemment, ce sont les mêmes outils qui permettraient aussi à l'affûtage des épées, ce genre de choses. C'est ce que j'avais cru comprendre, ou c'est pas forcément? Non, du tout. Effectivement, c'est quelque chose auquel J'entends ça souvent quand même. Ouais, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup sur Grand Seiko, sur le polissage du boîtier. Je pense que c'est quelque chose qui provient beaucoup de l'origine japonaise de Grand Seiko. Je pense que si Grand Seiko était allemand ou suisse, on aurait moins ce réflexe. Ouais, d'accord, je comprends. Mais c'est vrai que c'est un réflexe qui est compréhensible quand on sait la qualité du travail des Japonais sur les lames. C'est tranchant, effectivement. Forcément, on se retrouve avec des cordes et des arêtes saillantes. Enfin, c'est vraiment tout ça, c'est vraiment ce style-là. Hein. C'est une chose à laquelle les gens sont sensibles quand ils viennent en boutique. Ils te parlent de ça. Oui, alors c'est ce que je te disais tout à l'heure lorsqu'on parlait d'un peu ces biais vers Grand Seiko. Moi, à titre personnel, j'ai vraiment tendance à considérer qu'il y a vraiment des fenêtres vers Grand Seiko, là où pour d'autres maisons ça pourrait être j'ai envie de dire le cinéma, le sport, ce genre de choses. Pour nous, ça va vraiment être certains éléments. Il y a des gens qui vont venir parce qu'ils ont entendu parler du polissage Jaratsu, et puis peut-être de ce type de boîtier, peut-être un 44 GS, peut-être un 62 GS. Ils veulent vraiment voir ça de leurs yeux. Tu as des amateurs qui vont venir pour la qualité des cadrans, et puis voilà, c'est les histoires derrière les cadrans. Tu as des amateurs qui vont venir parce qu'ils veulent absolument un calibre high beat, un calibre spring drive. Donc on a vraiment ces différentes voies, mais qui mènent toutes finalement à la même passion, et où finalement les amateurs vont pouvoir se retrouver, et c'est ça aussi qui fait l'intérêt de discussion entre amateurs de la maison, parce que vraiment on a des amateurs qui viennent pour des raisons très diverses, et qui se retrouvent autour d'un même produit. Moi, dans ceux que je connais en amateur, soit ils sont obsédés par les cadrans, et on va parler avec les saisons, avec etc., avec la représentation des neiges, enfin tout un tas de choses, on va voir ça. D'autres, c'est pour le polissage, et d'autres, c'est pour le calibre. Voilà, les grandes familles, en général, c'est ça. Et alors, ceux qui aiment les trois, alors là, c'est Noël tous les jours quand ils viennent chez toi, mais... Oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est rare et puis pour avoir travaillé pour d'autres maisons avant, je pense que c'est rare qu'une une même pièce puisse toucher tant de personnes différentes. Puisse rassembler autant. Par les multiples facettes de son identité, quelque part. Et je pense que c'est vraiment le cas d'une grande Seiko. Moi, vraiment, mon petit détail, pour pouvoir parler tout à l'heure, lorsqu'on évoquera les pièces, mais c'est vraiment les index. Moi, j'avoue que le travail sur les index et les aiguilles, autant la montre va pouvoir se rayer parce que c'est la vie d'une montre, autant les index sont protégés par un verre saphir, et donc restent
parfait finalement dans le temps. Et alors moi, c'est vraiment l'élément qui me fait avoir un peu de mal à retourner vers d'autres maisons pour lesquelles, voilà, visibilité, ça s'entend par peinture blanche ou peinture luminescente sur les aiguilles, et où finalement ce travail de multifacettage est important. Et quand j'ai eu quand on a commencé l'ouverture de la boutique et que j'ai pu porter une grande Seiko pour la première fois, confié, comme on appelle le ça, fameux confié, tout à fait. J'avoue que j'ai retrouvé des amis horlogers quelques jours plus tard, et la première chose qu'ils ont voulu voir, je me rappelle vraiment de ce passage-là, c'était les aiguilles, parce que eux avaient entendu parler de Grand Seiko via les aiguilles. Ouais. Moi, je me rappelle la seule fois où j'ai vraiment entendu parler de Grand Seiko en horlogerie, en études d'horlogerie, en tout cas à l'époque, c'était via le Spring Drive, même s'il n'avait pas été nommé. On travaillait sur les échappements, et je me rappelle qu'à l'époque, notre professeur nous a dit. Et puis au Japon, ils ont cette manière tout à fait particulière de créer un échappement magnétique, mais avec une source d'énergie mécanique. C'est très précis. Et puis je pense que cette discussion a duré une trentaine de secondes, parce que à nouveau, il n'y avait pas lieu qu'elle dure plus longtemps. À l'époque, la maison était quand même très peu. Puis il y avait peu d'informations. Il y avait peu d'informations. Il faut savoir, c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné depuis le début du podcast, mais finalement, Grand Seiko ne sort du Japon officiellement qu'à partir de 2010, et encore de manière relativement confidentielle dans les premières années. Donc finalement, c'est tout à fait légitime que les informations soient relativement réduites sur la maison à l'époque. Je me rappelle quand j'avais vu un jour, il y a longtemps, pour la première fois justement, donc ces fameuses aiguilles, etc. Et l'aiguille de la trotteuse où tu ne vois pas l'axe central. Tu sais, c'est parfaitement poli au milieu. Je me dis, mais comment ils font ça? Parce que tu ne vois nulle part ailleurs, ça. C'est vraiment, c'est une des marques de fabrique. C'est pas sur tous les modèles, mais sur certains en tout cas. Oui, effectivement, c'est pas sur tous les modèles. Et c'est amusant que tu t'amènes cette anecdote, parce que c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de demander justement à nos designers, parce que c'est une question qu'on reçoit de la part des amateurs de la maison. J'adore ce détail. Comment on choisit ce détail. Et en fait, c'est assez amusant qu'il n'y a pas vraiment de réponse, parce qu'il n'y a vraiment même pas de règle. Alors c'est pas aléatoire, c'est vraiment la pièce qui dicte. Est-ce qu'on met une sorte de chapeau sur l'aiguille, est-ce que non? Et c'est vraiment la pièce qui va déterminer ça, et c'est vraiment au goût des designers. Et ça, j'avoue que c'est assez intéressant de se dire que c'est pas normé, il n'y a pas ce blocage. La pièce, quoi. Ça finit la pièce. En termes de, c'est vraiment, tu prenais l'exemple toujours des voitures, c'est le soft close, tu sais, dans les bagnoles, t'as les portes qui ferment toutes seules, mais là t'as ça, et je trouve que c'est le détail qui te fait dire, ah ouais, quand même, là ils sont à un niveau qui est assez fort quand même, je trouve. Mais encore une fois, il faut vraiment les avoir, et j'insiste là-dessus, de toute façon je le dis depuis le début, ça fait 2 ans que je le dis, et ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Essayez un jour une Grand Seiko, mettez-en une au poignet et vous comprendrez le fameux polissage Zaratsu. Alors, quand tu connais pas, tu dis oui, ok, c'est brillant. Et puis certains vont même te dire, ouais, mais j'aime pas, c'est trop brillant, etc. Alors, déjà, tu as des surfaces, parfois, selon les modèles, tu as des alternances brossées, polies, etc. Mais la méthode de polissage fait que on a l'impression que c'est un miroir. Il y a aucun angle, en fait. C'est ça qui est assez troublant quand même, quand on voit ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve en horlogerie sous divers aspects, ce qu'on va appeler le poly bloqué, le poly miroir, le poly noir, qui a pour conséquence finalement de créer des surfaces qui sont parfaitement planes, et de ce fait de ne renvoyer la lumière que dans une seule direction. Oui. Et c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Et effectivement, on se retrouve. Alors, je pense que le meilleur ambassadeur pour cela, c'est vraiment le boîtier de la 44 GS. Ouais. Mais le reste des modèles n'est pas en reste. On en parlera sur mon confié, mais bien sûr. Qui est une pièce beaucoup plus arrondie. Là encore, il y a eu adaptation du polissage Zaratsu pour permettre le polissage Zaratsu sur cette pièce. Et oui, bien sûr. Et ce polissage, c'est vrai qu'il apporte une. En fait, c'est quelque chose et je te rejoins totalement là-dessus. On peut ne pas rechercher nécessairement le côté miroir. Moi, j'ai souvent l'habitude d'expliquer lors des formations de nos partenaires. C'est très facile, hein, on peut lire à travers la montre. Alors, c'est inutile au possible. Hein, personne n'écrit à l'envers. Léonard de Vinci, mais c'est quand même relativement rare. Tu peux faire du feu aussi. Tu sais, toi qui avais les pics sous, tu peux faire du feu, effectivement. mais c'est vrai que c'est finalement utile. Hein, c'est finalement uniquement de l'esthétique. C'est là que c'est beau, justement. C'est là que c'est beau, et c'est surtout que ça trahit, mais non, ça dénote véritablement le travail, la qualité du travail qui a été mis derrière. Réellement, les femmes et les hommes qui réalisent nos polissages Zaratsu, alors ça c'est très très japonais de vraiment monter les échelons. Des maîtres horlogers, nos maîtres polisseurs, tout à fait. Ce qui explique aujourd'hui que c'est souvent encore quelque chose que l'on ne produise qu'au Japon, ce qui est totalement, ce qui est vraiment accepté de la part de nos clients. Parfois on a des demandes pour refaire le polissage d'origine. Il y a cette compréhension là. Il ne s'agit pas d'une rareté, on va dire artificielle d'un élément de la maison. C'est vraiment cette main d'œuvre
elle est uniquement envisageable au Japon parce que ça demande des années de formation et que pour des raisons évidemment de ressources humaines, on peut pas envoyer nos polisseurs européens au Japon pendant 5 ans pour être entraînés. Donc il y a ça, et puis pour avoir cherché pour des amis ou pour des personnes ou pour des amateurs 44, 45 GS et compagnie, tu peux pas la faire polir ailleurs que comme ça, parce que déjà, si tu peux éviter de la faire polir, c'est bien, parce que moi j'aime bien le polissage d'origine, même si elle a des traces de vie concrètement. Mais il y a rien de pire que d'acheter, alors moi j'y touche même pas, avec un bâton, une pièce vintage qui a été polie. Tu sais, c'est comme des Oyster Quartz un peu au début où elles sont saillantes, les Rolex Oyster Quartz, et tu trouves un truc qui est arrondi. La montre a perdu sa sève, la montre a perdu son... C'est comme un disque rayé, ça sert plus à rien en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus la musique. Je suis tout à fait d'accord. Alors je pense que les pièces les plus arrondies, les pièces qui en sortie de manufacture sont des pièces relativement rondes. On a moins cet aspect important. Pour les pièces, comme tu disais, une Oyster Quartz, Audemars Piguet ou des pièces comme ça. C'est pas possible. Non, effectivement, à partir du moment où les angles sont saillants. Alors j'ai la chance de connaître un magicien du polissage, mais pour autant, je te rejoins tout à fait. Moi, j'ai tendance à aimer le fait que la pièce ait ses marques de vie. Les vraies marques de vie, pas les marques de vie d'un polissage un peu enthousiaste. Donc c'est le fait qui répond, qui ouvre la porte en même temps, qui se retourne et qui fait le polissage. Quoi. Mais après, effectivement, rien ne vaut les modèles unpolished, moi que j'adore, avec quelques traces de vie, juste ce qu'il faut. Et ça, c'est parfait. Un petit peu comme le modèle que tu as au poignet, qui est magnifique. De toute façon, on va parler après. Je refais encore un petit teaser là-dessus parce que j'insiste. Donc là, on fait l'épisode de podcast. On parle de tout ce que revêt justement la marque Grand Seiko. Mais après, n'hésitez pas à aller voir l'épisode où on va voir ton confié. Donc c'est la montre que te confie Grand Seiko, que tu choisis, etc. Et une nouveauté qui est très attendue, qui moi me fait vibrer à un point, je pense que là tu es en train de me faire briller avec cette modèle, et une autre qui est une pièce très 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 belle et très exclusive. On va voir tout ça, et en plus ça va être c'est filmé dans les moindres détails, et ça méritait pas moins que ça de toute façon, donc vous verrez ça. Mais ça c'est après. Donc Grammaire du Design, on a vu tout ça. Est-ce que tu peux nous parler aussi, alors on peut aller un petit peu sur la partie des cadrans, justement. Pourquoi se texturer? Pourquoi on parle volontairement, je pose des questions comme un enfant de 5 ans. Hein. Pourquoi on parle du cerisier en fleurs, etc., etc., les neiges, etc. C'est quoi qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors c'est une bonne question et je pense que la façon dont tu la poses est juste parfaite pour pouvoir y répondre. Qu'est-ce qui justifie tout ça? Je pense que c'est vraiment la société japonaise. Alors c'est pas quelque chose qu'on a retrouvé sur l'ensemble des pièces depuis les origines de Grand Seiko. Grand Seiko, il faut savoir que se divise vraiment en 2 périodes, 1960-1975. Il y a un certain hiatus de la collection qui réapparaît finalement en 88 et qui est de manière ininterrompue jusqu'à aujourd'hui et qui est aujourd'hui depuis maintenant 2017 avec une montre à quartz effectivement 1988 et puis après l'arrivée des calibres 9 puis attention, quartz chez Grand Seiko, attention, c'est du sérieux, hein, c'est on pas... pourra en reparler également. Mais oui, c'est tout à fait vrai. J'avoue que j'aime beaucoup les histoires, j'aime beaucoup nos cadrans, ils sont très beaux. Je crois que j'aurais pu croire à du 100% marketing lorsqu'on a vraiment commencé avec la maison en Europe. Du fait d'avoir l'occasion d'échanger de manière quotidienne avec nos collaborateurs japonais, et on a la chance d'avoir un collaborateur japonais qui travaille ici avec nous à Paris. Ça m'a vraiment fait prendre conscience, avant même de pouvoir avoir la chance d'aller au Japon et de m'intéresser beaucoup plus grandement au pays et à la culture japonaise. C'est quelque chose qui est encore très présent, ce rapport à la nature. On sait qu'il y a, c'est un peu cliché, mais ça reste vrai, on sait qu'il y a quand même assez peu de vacances au Japon. Pourtant, il y a quand même quelques jours fériés, certains d'entre eux sont encore dédiés à la nature. Et pour une petite anecdote, mais on avait sorti un modèle qui était la SBGH 269 il y a quelques années, avec un cadran rouge absolument magnifique. On a sorti ce cadran rouge dans une autre pièce en collection élégance il y a quelques mois. Et finalement, ce cadran rouge, traité de manière verticale, était inspiré par ce qu'on appelle Yuka Momiji. Bon, je connaissais l'inspiration derrière, je voulais avoir la véritable définition, j'ai envie de dire, et c'était une erreur de ma part, dans le sens où je me suis rendu donc dans le bureau de mon collaborateur japonais, et puis voilà, je suis un peu embêté, je suis en train d'écrire un peu de contenu sur la pièce. Comment tu traduirais, voilà, c'est traduction le mot, comment tu traduirais Yuka Momiji? Et là, je l'ai vu un peu tu l'avais collé. Et je me suis dit, mince, c'est un peu étonnant. Alors, c'était il y a quelques années, mais j'entends, je lui aurais demandé quelque part comment tu dis cuisine en anglais. J'aurais eu la réponse tout de suite. Ouais, je comprends. C'était terminé. C'était peut-être un faux ami alors. C'était peut-être un faux ami. Alors, c'est même pas ça. C'est que finalement, il m'a dit, écoute, retourne à ton bureau. Je réfléchis à la réponse et je te l'envoie. Bon, dans un premier temps, moi, je suis un peu surpris et je retourne à mon bureau. Effectivement, dans les minutes qui suivent, je reçois un mail et là, il y a peut-être 2 lignes de texte et il m'explique qu'en réalité, Yuka Momiji, c'est vraiment le sentiment que les Japonais éprouvent
via on va dire un parquet en bois qui est parfaitement laqué à la lakurushi, parfaitement poli, si poli qui va refléter quelque part le monde extérieur et en l'occurrence le rouge flamboyant du feuillage d'automne et qui se reflète sur le parquet à l'intérieur. Donc c'est vraiment plus la rencontre de la nature et de la culture japonaise. C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est souvent le cas et de se dire qu'en fait finalement c'est pas un mot pour eux, c'est vraiment une notion, c'est vraiment une sensibilité pour nos collaborateurs japonais, pour la société japonaise. D'où la difficulté de te faire une traduction littérale. D'où la difficulté de me faire une traduction littérale qui n'existe pas par ailleurs et pour répondre donc à ta question, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup sur nos cadrans. C'est pas, il faut je pense s'intéresser à la culture japonaise pour comprendre que c'est quelque chose qu'ils perçoivent. On a beaucoup de cadrans qui sont par exemple inspirés par le mont Iwate. Le mont Iwate qui se situe juste à côté de notre manufacture dans le nord du pays. Le mont Iwate, c'est pas seulement le mont Iwate, c'est Iwate-san, Monsieur Iwate. Il y a ce rapport à la nature qui est tout à fait particulier. Alors là, je prends quelques exemples, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Je pense que le meilleur exemple, d'autant plus pour Grand Seiko, c'est la floraison des cerisiers. C'est magnifique. Voilà, c'est cette période qu'on appelle Shunbun, qui est l'un des seki, l'une des phases saisonnières, et pendant lequel on assiste à ce phénomène de Hanaikada. Et Hanaikada, c'est un phénomène de ces pétales de cerisier qui fleurissent sur les branches. C'est magnifique. Couleur, qui quittent les branches finalement et se retrouvent sur le sol, mais également sur les rivières où ils deviennent comme des radeaux de fleurs. Et ça, c'est l'inspiration. C'est tellement instagrammable. C'est triste de dire ça, mais même au Japon, effectivement, des Japonais. Alors, le Japon étant assez allongé comme pays, il y a effectivement des gens qui commencent la floraison des sakuras. C'est vrai, évidemment, ces sakuras dans le sud du pays et vont remonter en même temps de la floraison. C'est un moment qui est tout à fait particulier. Il y a la couleur sur les cadrans qui respecte parfaitement, mais il y a ce texturé à chaque fois aussi, qui est fou. Oui, tout à fait. C'est profondeur. Alors là, je pense que c'est probablement l'un des éléments sur lesquels on a le plus d'interrogations de la part des amateurs et souvent des nouveaux amateurs de la maison. Comment on réalise les cadrans? Alors les cadrans ne sont pas à proprement parler réalisés à la main. Évidemment, sur ce type de production, une réalisation à la main ne changerait complètement le segment. Je pense par contre que le process est quand même très complexe. Le process est très complexe. Il implique quand même des opérations manuelles, notamment dans la fabrication des moules qui vont nous permettre de fabriquer des matrices d'estampage. Et finalement, ces cadrans sont pressés, ils sont estampés avec une presse. Et on va venir former une pièce hydraulique, on va venir former une pièce de laiton à l'origine et ensuite on va lui apporter divers éléments qui vont faire la couleur pour se rapprocher, pour représenter, pour évoquer plutôt que de représenter véritablement l'inspiration derrière la pièce. Il faut savoir, je parlais des opérations manuelles, le Japon est encore, ça c'est l'un des aspects de Grand Seiko, mais qu'un aspect à nouveau japonais, le Japon est encore l'artisanat est encore très important pour la culture japonaise. Le respect du travail, le devoir moral de bien faire son travail et notamment on récompense encore beaucoup les artisans. Alors évidemment, et c'est également quelque chose qu'on a en France avec le concours du meilleur ouvrier de France, qu'on va pouvoir avoir avec les compagnons notamment. Au Japon, c'est encore quelque chose qui est très présent, qui est très respecté dans la société. Et vous pouvez être récompensé. Alors, au sein de notre manufacture, on a une sorte de système un peu de récompense, de grade, quelque part, entre les horlogers et les artisans. Mais également, au-delà de la manufacture, au sein de la ville, au sein de la région, parfois même au sein de l'État. Et par exemple, le gouvernement japonais peut remettre une médaille avec un ruban d'une certaine couleur. C'est très ancré dans la culture là-bas. C'est très ancré. Et notamment, l'une des dernières récompenses qu'on ait pu recevoir au sein de notre manufacture, c'est l'un de nos artisans chargé justement de fabriquer et d'entretenir à la main finalement les outils qui permettent d'estamper les cadres. Ouais, c'est incroyable, effectivement. Et dans les pièces dont on va parler tout à l'heure, là, j'ai sous les yeux, ça me fait aussi halluciner. Vous allez les voir en vidéo. Allez voir ça. Mais ce qui est important sur la partie, la 45 GS, il y avait, et ça, je trouvais ça, mais d'une poésie absolument incroyable. Le cliquet de mouvement, tu l'avais vu? Qui prend la forme d'une bergeronnette. Oui, tout à fait. Ouais. C'est l'oiseau que les personnes qui montent dans les établis voient du studio et où fabriquer la montre. Oui, tout à fait. C'est une dinguerie, ça. Alors, le studio, il a été complètement refait, recréé par monsieur Ken Gokuma, qui est le même architecte qui a créé la boutique ici à Paris. Et il a été créé vraiment dans une volonté d'ouverture sur la nature environnante. Alors, on parlait tout à l'heure du mont Iwate, c'est l'une des inspirations. Effectivement, on le voit depuis les fenêtres de la manufacture. C'est dingue. Alors, moi, quand j'ai eu la chance de visiter la manufacture, c'était jour de grand brouillard. Donc, il n'y avait pas de montagne du tout, comme s'il avait été monté.
faut que j'y retourne. Effectivement, c'est une raison. Mais effectivement, ils ont ce petit, ils ont un jardin tout autour qui est en plus entretenu par la manufacture elle-même. Donc avec une biodiversité qu'ils cherchent vraiment à développer, à entretenir. Effectivement, ce cliquet qui reprend la forme de la bergeronnette, c'était le détail qu'ils souhaitaient ajouter sur cette pièce. Ouais. Et ça, je trouve qu'en un détail, tout est dit en fait. Je trouve que ça définit parfaitement bien la philosophie complète. Oui, puis c'est vrai qu'on pense souvent au cadran quand on parle de l'inspiration de la nature chez Grand Seiko, mais c'est quelque chose qu'on trouve sur certains de nos calibres. On a notamment, tu parlais de la collection Masterpieces, mais on a notamment l'une de nos pièces, le calibre 8 jours, le 9R01, qui reprend la forme du mont Fuji avec le soleil qui se lève derrière. La forme du lac de Suwa, la nature est omniprésente. Ouais, c'est vrai. Polissage, on a vu. Grand Seiko, on a fait quand même quelques grandes lignes. Sur la genèse de Grand Seiko, on a fait un petit tour. Déjà, je sais pas ce que tu en penses. On peut toujours en dire plus. On pourrait toujours faire des heures et des heures. Comment a évolué Grand Seiko dans l'ère moderne, justement, selon toi? Quels a été les virages qu'ils ont dû négocier plus récemment? Parce qu'il a fallu se renouveler, faire évoluer. Donc les calibres ont évolué déjà, les boîtes ont évolué, les tailles ont évolué. Plutôt bien, je trouve. Enfin, c'était bien négocié parce que c'était pas simple quand même. Ouais, alors je vais pas être très très objectif, mais je suis pas là pour être objectif, donc ça passe. Effectivement. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que l'année où moi j'ai la chance de rejoindre Grand Seiko, c'est finalement 2020, c'est les 60 ans de la maison Grand Seiko, et 60 ans, c'est finalement la fin d'un cycle dans, on va dire quelque part le zodiaque asiatique. On va avoir ces 12 signes, ces 5 éléments, et donc on renaît quelque part. Donc c'était vraiment important de marquer le coup. Donc on a l'ouverture de cette boutique Place Vendôme, on a eu quelques éléments, dont des nouveaux calibres, dont un nouveau design. On a également à l'époque sorti le T0, le Constant Force tourbillon, mais qui était à l'époque un concept movement. Et puis on était également dans le process de recréation de notre manufacture dans le nord du pays, donc le Grand Seiko Studio Shizuku-ishi. Pour ce qui est des mouvements, tu parlais de se réinventer. Effectivement, on a en 2020 proposé une nouvelle génération de nos technologies phares, probablement nos deux flagships, le Spring Drive, qui est une technologie unique à Grand Seiko, et le Hi-Beat 36 000 alternances. Alors on pense souvent évidemment à une autre maison bien connue quand on parle de haute fréquence. Il y en a quelques-unes qui... Il y en a une qui résonne en plus. Oui, il y en a une qui résonne un petit peu plus. Effectivement, faut savoir que Grand Seiko, cette aventure de la haute fréquence, elle commence. Alors de la haute fréquence, je parle de la haute fréquence 36 000 alternances, parce qu'il y a eu une époque où 21 600 alternances, c'était déjà... Oui, là on parle de... Voilà, une belle fréquence. 36 000 là. 36 000 alternances, donc c'est quelque chose qu'on commence en 1968 chez Grand Seiko, avec les 61 GS qui arrivent en février, donc ça c'est automatique, soit Seiko-sha, et puis la 45 GS qui arrive en novembre de la même année, qui est un remontage manuel. On aura l'occasion de parler un petit peu plus tard, bien sûr. Mais qui est donc un remontage manuel et qui reprend les codes du design du Grand Seiko Style. Donc oui, cette aventure haute fréquence qui est vraiment importante pour la manufacture. Il y a une pièce qui est vraiment particulière, qui est la 45 GSN, qui est une pièce qui emboîte quelque part les mouvements qui avaient été envoyés en Suisse pour être certifiés chronomètres par les observateurs d'astronomie, en l'occurrence celui de Neuchâtel. Et des 226 mouvements qui ont été certifiés par l'observatoire ont été emboîtés dans des pièces en or tout à fait particulières. Et ça, c'est des pièces qui étaient des pièces Hi-Beat. Et à nouveau, ça fait vraiment c'est important de rappeler, je pense, l'histoire des mouvements haute fréquence chez Grand Seiko, parce qu'à nouveau, on a toujours tendance à limiter l'aventure haute fréquence de l'horlogerie à une ou quelques marques. Et Grand Seiko vraiment a fait de cette aventure quelque chose de long terme. Ce qui est hyper cohérent, puisque la haute fréquence égale, pour faire très simple, gage de précision. Voilà. Oui, l'intérêt, on nous demande souvent l'intérêt de la haute fréquence. Il y a divers intérêts, il y a des avantages, il peut y avoir des inconvénients. L'intérêt majeur, c'est vraiment la tenue de la précision, la stabilité aux portées. Alors j'ai toujours un peu les mêmes anecdotes, mais vous lancez 2 toupies sur une table, 2 toupies identiques, une très fort et puis une un peu mollement. Vous bougez ou frappez la table, il y a de fortes chances que celle un bon exemple. Voilà, que celle qui bat mollement s'effondre. L'inertie qu'elle a ne lui permet pas de continuer. Un exemple encore plus trivial, c'est les enfants sur un tourniquet. Ils commencent à tourner, ils viennent de se mettre sur le tourniquet, vous pouvez les arrêter et quitter le parc. Ils vomissent, c'est pas ça que tu voulais dire? Ouais. Au bout de 100 tours minutes, vous les laissez faire, vous attendez la fin. Vous mettez pas la main. C'est un peu la même chose en fait. Plus ça bat fort évidemment, plus ça va créer un peu son environnement propre et être indifférent aux perturbations extérieures. Et c'est ça vraiment l'intérêt de la haute fréquence. Oui, voilà, gain de précision. Alors d'aucuns disent que ça s'use plus vite que ça. Alors aujourd'hui, en 2024, avec les huiles qu'on a, avec tout ce qu'on fait, concrètement, il n'y a pas d'histoire d'usure. Non, exactement. Et puis alors, je pense que à titre personnel, je pense qu'il y a aussi si peu de maisons se risquent à la haute fréquence, et qu'il faut aussi être sûr de la qualité de chacun des
des composants qu'on met dans la pièce. Faut pas oublier que Grand Seiko est une maison japonaise. Ça une certaine expertise. Ça dénote une certaine expertise et c'est vrai que l'industrie japonaise se construit beaucoup sur l'intégration verticale, horizontale. On maîtrise chaque étape du processus de production. C'est ce qui permet d'être certain des résultats, des garanties qu'on peut affirmer. Et ça, c'est assez intéressant. Et il en va de même pour le high beat. Il y a quelque chose de très très vrai, c'est qu'on ne mettrait pas sur le marché l'horlogerie, ça pourrait être des caméras, ça pourrait être des voitures, des motos. On mettrait pas sur le marché en tant que japonais quelque chose qui ne serait pas assez fiable. Je comprends. Et comme tu le disais, oui, les huiles ont évolué, les métaux ont évolué. Et surtout, arrête-moi si je me trompe, et en plus tu vas pouvoir me répondre, les horlogers sont beaucoup plus qualifiés pour ça, parce qu'à l'époque, le problème qu'il y avait eu, c'est dans les marques, chez Longines, chez Zenith, pour pas les citer concrètement, c'est que quand c'était révisé ensuite, les mecs étaient pas au courant des huiles qu'il fallait mettre, mettaient n'importe quoi, ça éclaboussait tout, c'était du grand ordre. Aujourd'hui, l'information passe concrètement, et des horlogers qui font bien leur travail, c'est quand même l'immense majorité, en tout cas qui sont informés de ce qu'il faut faire pour une autre fréquence dont ils ne savaient que faire. Oui, tout à fait. Alors comme tu disais, en plus, les techniques ont évolué. Les huiles, l'épilage, ce genre de choses qui sont extrêmement importantes. Et puis en fait toutes ces maisons qui, quoi qu'il arrive, révisent en interne principalement. Bien sûr. Formation passe. Je parle de Grand Seiko, mais ça vaut pour les maisons que tu citais également. Et ça c'est primordial. Tu parlais de Longines également aussi pour la haute fréquence. C'est tout à fait vrai. Mais nous, oui, c'est l'un de nos flagships avec le Spring Drive et c'est quelque chose qu'on continue de faire encore beaucoup aujourd'hui. Donc cette aventure, elle est quasi ininterrompue. Donc les calibres 9 concrètement. Est-ce que tu peux nous parler du Spring Drive un petit peu plus justement, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Je trouve que c'est un mouvement fascinant. Oui, alors les calibres 9, c'est effectivement les calibres qui sont propres à Grand Seiko. 9F sont les calibres à quartz, 9S les calibres mécaniques, ce qui inclut les calibres high beat, et 9R les calibres Spring Drive. Spring Drive, c'est une aventure qui commence dans les années 70. Alors tu le mentionnais en début d'épisode, mais on va dire que la maison a offert un joli cadeau au monde en 1969. Et quand on dit offert, c'est amusant que tu en parles parce qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai appris il y a très peu de temps. Mais bon, la toute première montre à quartz commercialisée dans le monde est donc créée par Seiko. Il s'agit de la 35 SQ, la Quartz Astron. Elle sort le jour de Noël en 1969. Et alors c'est le pied du sapin. Au pied du sapin. Alors au pied du sapin, certains sapins parce qu'elle coûte quand même le prix d'une petite voiture. La Corolla vient de faire ses débuts au Japon. C'est à peu près le même tarif. La légende Corolla aussi. La légende Corolla, ça sera l'objet d'un autre podcast. Et donc elle fait ses débuts. Alors certes, elle est relativement onéreuse. C'est une pièce qui est entièrement en or par ailleurs. Mais il y a déjà alors déjà il y a un message. Elle accompagne d'un message. Le message c'est cette montre, elle est précise à quelques secondes par mois. Là où si vous étiez entre -10 plus 25 sur une montre, on va dire que tout un chacun pouvait posséder, vous étiez relativement heureux. Ça veut dire, on parle d'une époque où la montre n'était pas un joli objet attaché au poignet, mais vraiment nous permettait d'être à l'heure au travail, à l'heure chez le médecin, peu importe. Et du jour au lendemain, Seiko annonce, finalement, cette montre est tellement précise que vous ne serez plus en retard. Vous serez en retard, mais ça sera de votre faute. C'est pas de la faute de votre garde-temps. Et dans le même temps, ils ont offert quelque part ce brevet au monde, dans le sens où ils ont laissé tout un chacun pouvoir se servir de ce qu'ils avaient découvert de ce qu'ils avaient réalisé pour fabriquer des pièces. Toujours est-il que, ça c'est 1969, dans les années qui suivent, l'un de nos ingénieurs, Yoshikazu Akahane, commence à réfléchir à la possibilité de marier un peu le meilleur des deux mondes, à savoir la montre mécanique, la montre à quartz. De la montre à quartz, il va retenir l'intérêt de son énergie presque perpétuelle, véritablement, ce ressort moteur qu'on va venir remonter manuellement, automatiquement. Mais voilà, la précision qui est peut-être pas non plus celle qu'on va obtenir la meilleure, parce que finalement, quelques mois plus tôt, on a développé la première montre à quartz. Et la montre à quartz, c'est génial, c'est très précis, mais vous êtes obligé de l'ouvrir de temps en temps pour changer la pile. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus souvent, les mouvements étaient plus consommateurs. Les piles n'étaient pas au lithium comme aujourd'hui. Puis il y avait cet impératif d'ouvrir la montre qui est quand même pas très agréable. Son idée, ça a vraiment été d'essayer de marier le meilleur des deux mondes. Alors, l'idée de base, elle est simple, le concept, il est simple. La réalisation, elle est un petit peu plus complexe. Le premier brevet est déposé en 77 et on va dire que le groupe, la maison, annonce véritablement l'arrivée d'un produit en 1998 à Bâle et les premières pièces arrivent l'année suivante. C'est pour ça que j'avais dit 25 ans. C'est toujours est-il que ça reste quand même plus de 2 décennies. Et pour Grand Seiko, alors tu parlais des mouvements neufs, les premières pièces arrivent chez Seiko et Credor, donc une autre maison du groupe. Très belle maison. En édition limitée, 48 heures de réserve de marche, remontage manuel. Et pour Grand Seiko, on a des standards qui sont différents et on souhaite vraiment améliorer tant la qualité que la durée de vie également du calibre. Et il faut attendre 2004 pour que le premier mouvement 9R Spring Drive apparaisse chez Grand Seiko et c'est en cela qu'on peut parler de 27 ans, premier brevet, premier calibre 9R.
pour répondre à ta question, du coup, pour le fonctionnement, il est, j'ai envie de dire, il est simple. C'est simple, en tout cas, à expliquer. À expliquer les simples, c'est ni plus ni moins. Comment ils ont pas pensé avant sur le principe. Alors que c'est complètement. En fait, c'est étonnant parce que sur le principe, je pense que le concept était relativement construit dans leur esprit assez tôt. Il nécessitait certaines autres améliorations en chemin, qui ont pris un peu plus de temps. Le concept, c'est celui d'une dynamo presque sur un vélo. Ouais, c'est ça. Sur un vélo, voilà, vous pédalez, la nuit tombe, vous allez enclencher votre dynamo parce que vous êtes en 1960 et que vous n'avez pas de câble USB pour brancher votre lampe. Et toujours est-il que vous avez branché votre dynamo, c'est-à-dire que vous allez venir mettre cette petite roulette en contact avec votre roue. La roulette va tourner, vous avez un couple de bobines, vous avez un couple d'aimants qui va créer un petit courant électrique qui, lui, va alimenter une ampoule. Bon, c'est un concept qui est très très simple et qu'on a réutilisé finalement presque dans Spring Drive parce que on va remplacer le mouvement des pédales, le mouvement de la roue, par le mouvement du ressort moteur. Donc c'est le ressort moteur de n'importe quelle montre mécanique qui va venir, qu'on va pouvoir remonter manuellement, qu'on va pouvoir remonter automatiquement. Lui, il va venir entraîner un train de rouage comme sur n'importe quelle montre mécanique. Et finalement, ce qu'on est venu faire, c'est remplacer l'échappement traditionnel, l'échappement en encre suisse que tout le monde connaît, par un échappement magnétique quelque part. Et cette dernière roue, c'est ce qu'on appelle la roue glissante. Elle ne porte aucune dent sur sa serge. Par contre, elle va porter un petit aimant qui va tourner dans un autre couple d'aimants et bobines, et ça va produire du courant. Donc le ressort moteur, en se dévidant, va entraîner le train de rouage, entraîner cette dernière roue qui, en tournant, produit de l'électricité. Et ce faible montant d'électricité va alimenter un petit cristal de quartz qui est produit par la manufacture par ailleurs. Et lui va vibrer à très haute fréquence. On parle de 32 768 Hz. On est très très loin des 8 Hz d'une montre mécanique. Et va répondre à ce même couple d'aimants, lui dire voilà, il faut freiner de temps le mouvement. Et sans le moindre contact physique, en fin de rouage, on n'a pas de contact physique, c'est vraiment que le magnétisme qui empêche la montre le ressort moteur de se dévider en une seconde et qui confère plusieurs choses, la précision de la pièce. C'est plus-moins une seconde par jour, c'est ça? Alors, on était, quand le tout premier 9R apparaît, le 9R65 en 2004, on est effectivement sur 1 seconde par jour, 15 secondes par mois. C'est énorme, c'est incroyable. Et depuis 2020, donc cette seconde génération, on est sur une demi-seconde par jour, 10 secondes par mois. Ça s'est rendu possible justement grâce à cet échappement particulier, le régulateur trisynchro, puis une signature du Spring Drive. Le mouvement de l'aiguille. On va le montrer dans la vidéo. Tu vois, j'ai encore du teaser. Mais explique-le parce que alors là, pour le coup, on dit toujours il faut les avoir en main pour comprendre. Si vous venez à la boutique Place Vendôme et vous venez voir, demandez à avoir un Spring Drive et vous allez voir un peu la trotteuse, la façon qu'elle va avoir de se déplacer. Elle glisse littéralement sur le cadran. Ouais, elle glisse. Alors c'est étonnant parce qu'on pourrait ne plus l'appeler la trotteuse d'ailleurs, parce que finalement elle ne trotte plus. C'est l'aiguille des secondes qui glisse véritablement et ça c'est dû, en fait le tic-tac, le fait que la trotteuse trotte sur une montre mécanique, c'est dû vraiment à la conception de l'échappement lui-même, avec cet arrêt, libérer une dent mais en bloquer une autre. C'est pas le cas sur Spring Drive où finalement cette roue glissante ne tourne que dans un sens et de manière ininterrompue. Et donc on se retrouve avec c'est incroyable. Ce mouvement de l'aiguille des secondes qui est hypnotique. Mais vraiment, c'est le terme. Je peux pas employer notre terme. Mais on l'entend beaucoup de la part de nos de propriétaires de Spring Drive qui nous disent ça fait 1 an, 2 ans, je continue de la regarder mais avec grand plaisir. Si vous regardez votre montre 200 fois par jour, là ça va être 400 fois par jour. C'est un peu ça. Et puis j'ajouterais même, et ça c'est quelque chose, on évoquait un petit peu plus tôt les premiers mois à la boutique et vraiment ces premiers ambassadeurs qui ont été aussi beaucoup dans le partage. J'ai pas dit, mais il y a eu beaucoup de partage de leur part, plus que de montrer qui est vraiment le premier fan de la maison. Ça c'est relativement unique, mais ces premiers ambassadeurs, on a eu certains qui nous ont dit voilà, moi j'ai acheté cette montre, ce Spring Drive à Ginza il y a 8 ans ou à New York il y a 6 ans, et qui nous disent écoutez, c'est ma montre de tous les jours, je continue de la chronométrer, mon téléphone, peu importe, et on est très très loin de la précision que vous annoncez, on est toujours bien en deçà de ce que vous annoncez. Et alors évidemment c'est quelque chose de l'entendre, nous de la part des gens qui nous ont formés, nos collaborateurs, d'entendre, on va dire, une confirmation de précision, une confirmation de fiabilité de la part. L'expérience utilisateur, l'expérience utilisateur, c'est unique, véritablement, et ça rassure sur la façon parce que souvent, de communiquer. Je sais pas, mais il peut arriver que ça soit. On entend parfois des gens qui achètent des montres, je citerai aucune marque, où il est annoncé des trucs cosqués, et c'est pas toujours le cas. Alors attention, je pondère mon propos parce que
Et toi, là, c'est vraiment sur ta casquette d'horloger que je fais appel. C'est quand une montre est neuve, les huiles sont pas mises en place, etc. Et que les 1, 2, 3 premiers mois, bien souvent, les écarts ne sont pas bons au départ et ensuite elles se stabilisent pour être à la bonne heure. Je parle des montres en général, là, je parle pas de ces grands Seiko. Oui, alors c'est un peu la période de rodage qu'on peut retrouver sur les, enfin, qui n'existe plus, oui, sur les véhicules. T'es encore en train de sortir un truc tout à fait, je suis désolé. On va retourner sur les brasseries. Non, effectivement, en fait, aujourd'hui aussi, je pense que de plus en plus de maisons ont de plus en plus des standards stricts en termes de précision. C'est le cas de Grand Seiko, le Grand Seiko Standard avec ses 17 jours de test. C'est quelque chose de très important. Elles sont retestées une fois de plus, une fois qu'elles sont emboîtées. Je pense qu'en fait, toutes les maisons, la plupart des maisons horlogères, en tout cas, essayent d'avoir la plus grande précision. Pour nous, cet impératif de fiabilité, il est vraiment primordial. Ce qu'on expliquait, c'est quelque chose qui procède aussi beaucoup de la philosophie japonaise. Et le fameux VFA à l'époque aussi. Le fameux VFA. Alors ça, c'est aussi une très très belle part de l'aventure Grand Seiko. C'est vrai je suis passé très rapidement sur les années observateur d'astronomie en Suisse. Le VFA, c'est une période qui est incroyable pour Grand Seiko. Leur temps, alors c'était pour les mouvements high beat, leur temps en automatique, les 61 GS, quand manuel, les 45 GS. Donc les 45 GS et 61 GS VFA, qui étaient donc des mouvements high beat dits very fine adjusted, et donc finalement donc la précision était mais au-delà de ce qu'on pouvait espérer. C'était plus ou moins 2 secondes par jour, parce qu'elle passe par les maîtres horlogers dans les mains des meilleurs en fait. Tout à fait. Avoir le dernier petit tour de vis, si je puis dire, entre guillemets, pour être vraiment parfaitement... c'est un peu l'héritière, ce sont un peu les héritières, en l'occurrence, de tout le travail qui a été accompli dans les années 60 pour réussir à obtenir la meilleure précision possible lors des concours des observateurs d'astronomie. Et vraiment, ces pièces-là, plus ou moins 2 secondes par jour, et dans le même temps, cette garantie, quelque part, qu'on offrait à l'époque, de dire, voilà, la minute de précision par mois est garantie pour les 2 premières années aux propriétaires. Et on parle de ça, on est vraiment 1969, 1970. C'est pas la même époque. C'est pas les mêmes précisions à l'époque. La plupart, ils étaient pas dans ces créneaux-là. Mais ça avait vraiment été une grande priorité toujours de sens chez Grand Seiko. Parmi toutes les choses justement qui déterminent la marque, il y a d'autres petites choses dont tu voulais nous parler peut-être. Alors je sais pas comment tu dis, mitate. Oui, mitate. Alors mitate, c'est ça. C'est ce que je pensais en premier lieu. Ouais. Ça rejoint beaucoup ce que tu demandais tout à l'heure sur les cadrans. Mitate, c'est cette façon d'évoquer plutôt que de représenter. Nos cadrans ne sont, en fait, cette notion, on va la retrouver principalement pour tout et chacun dans les jardins japonais. Les jardins japonais qui sont, alors c'est souvent les jardins secs, les kare-sansui, qui sont faits avec par exemple où le gravier va reproduire les surfaces d'eau, la mer, les lacs, et vont être travaillés de manière à rappeler quelque part des petites vagues à la surface. Et puis les rochers vont jouer le rôle de la terre avec cette mousse ou ces végétaux qui vont jouer justement le rôle des végétaux. On est là pour évoquer plutôt que de représenter véritablement l'image ou en tout cas l'inspiration. C'est vraiment ce qui dicte le design des cadrans chez Grand Seiko. On parlait tout à l'heure des cadrans Hanaikada pour les cadrans qui sont inspirés justement par ces pétales de cerisier, mais il en va de même pour le cadran Snowflake qui reprend vraiment le tapis neigeux, la pureté de la neige. C'est superbe. Et en plus le Snowflake qui contraste complètement avec les index appliqués, extrêmement polis, extrêmement parfait concrètement, il n'y a rien à dire. Donc ça contraste, c'est fou. On a l'impression justement tu sais, ces petits reflets de flocons justement qui au soleil, quand tu regardes de la neige comme ça au soleil, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'ils ont voulu représenter, bien sûr. Et je trouve ça assez prodigieux quelque part. Oui, tout à fait. Tout à fait. La première Snowflake, elle apparaît en 2005. C'est vraiment offrir une icône au mouvement Spring Drive qui vient d'être mis sur le marché au Neuf Spring Drive. Et alors on va chercher un petit peu dans les archives pour trouver de l'inspiration sur le cadran. Par contre, il est vrai que l'inspiration qu'on a suivie était pour reproduire un peu il y a toujours un peu les légendes, mais le tapis neigeux tel qu'en tout cas nos horlogers du Shinshu Watch Studio, justement des Alpes japonaises, pouvaient observer autour de la manufacture. Et pour ce qui est des index, c'est vrai que faut le voir. Faut le voir. Et vraiment. Faut le voir avec alors soit les aiguilles parfois sont brossées avec les bords qui sont fastés, soit elles sont complètement polymiroirs. C'est un travail assez fou. Je pense qu'on a fait un bon tour déjà sur toutes ces choses-là. J'aurais aimé que tu nous parles, on touche plutôt à la fin de l'épisode, mais j'aurais voulu que tu nous parles quand même de ton voyage au Japon, parce que ce qui est quand même fou avec cette maison, c'est que il aura fallu 4 ans quand même pour que tu y ailles. On sent que c'est des secrets bien gardés. On sent quand même qu'on est dans le sein du sein. C'est-à-dire que t'es vraiment allé là-bas, c'est un honneur quelque part et tu l'as pris comme tel. J'ai l'impression que
On veut être sûr que toi, t'étais déterminé, ça te plaît, tu es passionné. Et au bout de 4 ans, on te donne la permission de pouvoir aller voir ce qui se passe dans les ateliers au Japon. Ce qui est un honneur. C'est un peu comme ça que tu l'as appris, non ? Oui, alors il faut pas oublier non plus que le Japon a été très fermé durant les années. Bien sûr. Pendant à peu près 2 ans. Mais même quand même, je pense. Moi, j'ai eu la chance d'aller pour la première fois au Japon. Il y a, en 2023, c'était déjà une très très belle expérience. J'avais pas eu la chance à l'époque de voir les manufactures, et c'est vrai que cette année, j'ai eu la chance de visiter les manufactures, et c'était vraiment un privilège, et je l'ai vraiment vécu comme tel. J'ai beau parler de la maison depuis maintenant 4 ans, j'ai beau connaître un peu pas ses secrets, mais en tout cas ces petites choses qu'on aime pour chez Grand Seiko. Tout ce qu'on a évoqué depuis 1h30. J'avoue avoir été impressionné de le voir en vrai, sincèrement. C'est une chose de l'entendre et de voir des photos. Tout à fait. Mais c'est autre chose de voir, et à mon avis, le commitment, l'engagement des gens qui travaillent, on sent que c'est des gens qui sont dans une quête de faire les choses parfaitement, concrètement. Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu la chance de visiter le Grand Seiko Studio Shizukuishi dans un premier temps, donc dans le nord du pays, qui réalise toutes nos montres mécaniques, donc les mouvements 9S. Ça, c'était déjà une très très belle visite. Le studio, en plus, a vraiment été recréé de manière à avoir une vue sur les horlogers qui travaillent. Et avec cette petite partie musée, c'est vraiment passionnant pour comprendre la marque. Et j'ai eu l'occasion de visiter le Shinshu Watch Studio également, où on réalise donc tous nos montres, tous nos mouvements Spring Drive 9R et Quartz 9F. Et là, j'avoue avoir été d'autant plus impressionné par j'ai été beaucoup plus... je suis resté un petit peu plus longtemps au Shinshu Watch Studio, et j'ai vraiment été presque poste par poste voir les artisans. C'est vraiment une chance qu'ils m'ont offerte. Et c'est vrai que j'ai été assez impressionné par par tout dans son ensemble, mais il y a certains éléments, j'avais beau les connaître, j'ai été vraiment impressionné. Alors je prends quelques exemples, je peux me permettre ? Bien sûr, merveilleux. C'est pas un post TikTok ici, t'as le temps, tu sais. Ah, génial. Bon, j'ai pas besoin de danser non plus, c'est parfait. Non, mais alors notamment, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne. Alors je te parlais tout à l'heure, moi, mon petit détail, c'est vraiment les index et les aiguilles. Ouais. J'ai eu l'occasion d'observer justement la fabrication des index qui sont encore taillés à la main. J'entends, ils sont tous placés sur une sorte de tambour rond en métal. Et l'artisan va venir apporter un burin qui est sur un rail, mais c'est vraiment une opération manuelle, l'angle est déterminé manuellement. Et il va venir tailler les index à la main, donc toutes les facettes, une à une, en changeant l'outil de sens, en changeant le tambour. Malade. C'est assez impressionnant, mais alors je parle de ça en plus pour des pièces pour les pièces comme celles que je peux porter, mais véritablement pour vraiment de notre première montre à quartz jusqu'à vraiment nos pièces Certi les plus impressionnantes. Il n'y a pas des niveaux. Que vous achetiez une pièce à quelques milliers d'euros ou à quelques dizaines de milliers d'euros ici, on sent qu'il n'y a pas un traitement de faveur ou de défaveur concrètement. Non, je pense que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, un peu, c'est qui peut le plus, peut le moins. Ça va pas être fait dans l'autre sens, ça va vraiment être un nivellement par le haut et par la qualité en fait qui est mise dedans. Et donc vraiment ces index qui sont contrôlés à l'œil, ensuite à la loupe. Et j'ai vu vraiment l'artisan jouer avec un miroir pour faire jouer la lumière sur l'index pour voir s'il y avait un défaut ou pas. Donc ça déjà, j'avoue avoir été vraiment très impressionné de voir ces index placés à la main, un à un, après sur le cadran, c'est assez impressionnant aussi. Et puis les aiguilles, c'est pareil. Alors c'est quelque chose que je savais depuis longtemps. Alors moi, pour la petite histoire, je suis daltonien, donc les bleuis, tout ça, c'est un peu compliqué. Quand j'étais en école d'horlogerie, j'ai un camarade qui est toujours horloger aujourd'hui, qui venait m'aider quand on avait des phases de bleuissage, sans quoi mon aiguille devenait violette, littéralement. Oui, bien sûr. Donc évidemment, la personne qui s'occupe de ça pour Grand Seiko n'est pas daltonienne, ou alors il y a une énorme erreur de casting. Toujours est-il que ce bleuissage se fait encore aujourd'hui à l'œil, c'est-à-dire que les pièces sont, chaque aiguille GMT, ou toutes les aiguilles en tout cas qui doivent être bleuies, certaines aiguilles de seconde, certaines aiguilles GMT, sont encore bleuies à l'œil, et c'est vraiment l'œil qui dicte... Là, j'ai la bonne nuance. C'est dingue. Et cette personne a beau avoir ce travail, cette expérience, je suis certain que si on prenait sa production à l'année et qu'on plaçait ça sur une table, on se retrouverait avec un très joli nuancier de bleu. Peut-être très difficilement perceptible, mais ça signifie que tout un chacun, quand il acquiert une Grand Seiko, compte tenu du nombre d'opérations manuelles qu'il y a dedans, il a quand même une certaine individualité dans sa pièce. Et ça, on va le retrouver sur le cadran, on va le retrouver sur le polissage de la boîte. Donc l'aiguille de la GMT, de celle que je porte au poignet, que j'ai postée récemment sur Instagram de la GMT, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu décris. Oui, tout à fait. Tout à fait. Encore bleuis thermique. Alors le bleuis, c'est pareil. Alors d'une part, on pourrait le faire simplement avec on pourrait faire une galvanisation, on pourrait peindre la pièce. Oui, on choisit pas. On serait plus dans la poésie. Et puis par ailleurs, on pourrait, c'est triste à dire, mais on pourrait
peut-être également remplacer cet artisan par un tapis roulant, une caméra thermique. Ça serait envisageable. Il y a un tel respect et une telle importance de l'humain au centre du process. Oui, et pas seulement, à nouveau, c'est pas quelque chose qui est propre à Grand Seiko, mais qui est encore très propre à la culture japonaise et à la transmission du savoir. Oui, et ce que je trouve, moi, ce qui me fascine chez Grand Seiko, c'est que les opérations que tu décris, la qualité des opérations, des personnes et la qualification, pour moi, correspond à ce qu'on voit dans de la haute horlogerie, beaucoup plus cher en Suisse. Alors ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Mon deuxième exemple, c'était notamment alors sur les mouvements à quartz. Tu parlais du mouvement à quartz tout à l'heure. Alors j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à se renseigner. C'est du sacré quartz, attention. C'est un très très beau mouvement à quartz. Il y a quelques maisons qui font des très jolis mouvements à quartz encore aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y en a, ça s'est quand même raréfié. Oui. Mais toujours est-il que oui, il y a cet impératif que ce mouvement à quartz apporte la meilleure fiabilité, la meilleure précision possible. Et notamment, finalement, la précision, c'est la précision dans le temps. Est-ce que il va prendre de l'avance ou du retard? Mais c'est aussi la précision de la lecture. Et la précision de la lecture sur un mouvement à quartz, parfois, elle peut être un peu gâchée par cette aiguille des secondes qui est décalée ou qui vibre un peu quand elle arrive sur un index. Pour Grand Seiko, c'était inconcevable. Et donc, ils utilisent un petit ressort qui est mis en fin de rouage, qui est toujours en tension, et qui finalement va tenir l'ensemble du rouage en tension. Et lorsque l'horlogerie va bien aiguiller l'aiguille sur un index, on est assuré qu'elle ne tombera que sur des index. Et bien, ce petit ressort et sa virole, c'est toujours énervant. Ça me rendait fou quand j'étais gamin, que j'avais des montres à quartz, ça me rendait dingue. Oui, tout à fait. Quand on est un peu à cheval sur les détails, c'est toujours quelque chose d'important. Et bien, ce petit ressort, sa virole, donc la petite pièce qui le tient, est encore mise à la main. Et j'avoue que je m'y attendais pas. Et pour rejoindre ce que tu disais, c'est effectivement très important. Mais finalement, la maison communique assez peu dessus pour une raison qui est assez simple, c'est que c'est normal. En fait, il se pose une question, qu'est-ce que l'on souhaite? On souhaite dans l'autre sens, en fait. Exactement. On souhaite des aiguilles polies, on souhaite une boîte polie, on souhaite une seconde qui s'arrête toutes les secondes. On répond à ça par une solution, mais c'est pas quelque chose d'incroyable. C'est pas quelque chose, en tout cas, dont la manufacture va s'enorgueillir. Oui, je comprends. Et ça, c'est beau. De toute façon, c'est pas dans les termes de la manufacture, le côté orgueil, et l'ego n'est pas placé devant. Enfin, on est vraiment dans une manufacture qui est très spéciale pour ça. Oui, tout à fait. Et puis à nouveau, voir les mouvements à quartz sur les mouvements spring drive encore entièrement assemblés à la main, c'est dingue. C'est très beau. Et par un seul horloger. Et ça, c'est aussi assez intéressant. C'est fascinant. Franchement, c'est très beau. Et je pense qu'à la lumière de tout ce que tu as pu dire, les auditeurs commencent à comprendre de quoi on parle, qu'on est quand même sur une autre planète. Enfin, Grand Seiko, c'est une autre planète, concrètement. Je m'y intéresse de plus en plus. Je m'y suis toujours intéressé, mais voilà, et j'ai commencé vraiment à creuser depuis quelques années. Généralement, c'est un peu un parcours d'initié, quoi. Tu vois, c'est un peu... je déteste dire ça, mais pour ceux qui savent, c'est-à-dire tu commences par les grosses mailles, les grosses machines, les grosses marques, les choses connues, et tu commences à t'intéresser à des choses comme ça. C'est vraiment un parcours un petit peu plus approfondi, mais commencez à creuser là-dessus, venez voir, venez essayer, commencez à regarder un peu ce qui se fait, et c'est quand même assez dingue, et surtout allez voir la vidéo que j'ai fait après, vous allez voir, vous allez tomber de votre chaise. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais ajouter? Je pense qu'on a fait un bon tour. Après, on peut toujours ajouter des choses, bien sûr, mais oui, je pense qu'on pourrait y passer quelques heures, des jours. Il y a beaucoup d'éléments dont on aurait pu parler. Non, il y a rien que je souhaiterais ajouter. Je suis très heureux, sincèrement. Tu parlais un peu de l'évolution. On a parlé un peu des nouveaux mouvements high beat, spring drive. C'est vrai que cette année, on a ce nouveau mouvement high beat qui est. Tu en parlais un peu tout à l'heure, avec le cliquet en forme de bergeronnette. Nous, c'est un mouvement qui est juste génial. En tant qu'horloger, j'aime beaucoup les mouvements en remontage manuel. C'est véritablement une pièce qui mérite d'aller essayer, d'aller toucher. Il y a vraiment une attention toute particulière portée aux sensations qu'on ressent quand on remonte une montre. Il y a une relation particulière avec une montre remontage manuel. Grand Seiko, c'est une des seules marques. Habituellement, je n'aime pas le remontage manuel, les gens le savent, j'aime pas ça. Mais là, c'est une des seules marques où, franchement, le remontage manuel, il est extraordinaire, puisque bien souvent, sur certaines pièces, tu as aussi la petite aiguille derrière qui t'indique, dont la pièce dont je t'ai parlé tout à l'heure avec la réserve. Et en plus, on a quand même une belle réserve là-dessus en général. Oui, tout à fait. Alors ça, c'était aussi ça reste l'un des challenges de la maison. J'en parlais tout à l'heure pour le 9R Spring Drive, où dès l'origine, on a voulu ces 62 heures de réserve de marche. On passe à 120 heures désormais, on est sur 5 jours. Et sur le high beat, alors c'était au titre, d'ailleurs, on parlait un peu du high beat, de ses inconvénients. L'un des inconvénients, c'est effectivement de prendre un petit peu plus d'énergie de la part du processeur moteur, et donc à taille donnée, finalement, il va avoir une réserve de marche un peu inférieure aux 28 800 alternances. Mais toujours est-il que sur le high beat chez Grand Seiko, c'est toujours quelque chose qu'on a cherché à pousser.
Le premier 9S était à 55 heures de réserve de marche. C'est très correct. Hein. Ce qui était déjà très correct. On était plutôt à 42 chez les copains. Et sur cette seconde génération, on passe à 80 heures de réserve de marche. Et ça, c'est un beau challenge. 80 heures, ça commence à être sérieux. C'est-à-dire que là, tu remontes pas tous les matins. Hein. Non, tu remontes pas tous les matins. Bon, après, on a toujours il y en a qui aiment bien ce rituel. Voilà, tout à fait. Exactement. Alors là, l'avantage, c'est que sur ce dernier mouvement, le 9S à 4, on a ce petit indicateur de réserve de marche également. Ouais. Mais c'est 80 heures. Pour le coup, on les doit à des barilles jumeaux sur celle-ci et à l'échappement. Un échappement qui a vraiment été dessiné pour ce nouveau Highbeat, pour le 9S à 5 à l'époque, mais un échappement à double impulsion qui lui aussi participe de cette réserve de marche. Et là, souvent, je dis, ah là, c'est fonds saphir qui battent sur les mondes, j'aime pas ça. Alors là, pour le coup, j'aurais été très triste qu'il n'y en ait pas. Ouais, c'est un très très joli mouvement. Parce que c'est décoré, attention. Hein. Ouais, c'est amusant parce que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait de ne pas s'enorgueillir de ce qu'on est capable de produire, ce qui est très important. Pour autant, c'est un mouvement qui est si beau. Il en va de même pour le nouveau Spring Drive. Ça aurait été vraiment dommage de ne pas les montrer et on va vous montrer des belles images encore, comme on disait. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Je pense qu'on est déjà et qu'on a, j'espère, donné envie de s'y intéresser parce que ça vaut tellement la peine de s'y intéresser. C'est une marque qui a tellement d'intérêt, qui a tellement de choses. C'est une marque de cœur, moi, vraiment. C'est l'émotion, le terme, moi, que je garde de tout ce qu'on a dit là depuis 2 heures. On n'a pas parlé marketing, on a parlé émotion. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et aujourd'hui, dans le paysage horloger, en 2024, ça fait du bien d'émotion, parce qu'on a parfois un peu l'impression qu'on nous parle toujours tirage limité, dépêchez-vous, c'est comme ça, c'est telle star qui... Là, on parle émotion, saison, texture, polissage, enfin voilà, toutes ces choses-là. L'éloge du temps. Est-ce que pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire, un bouquin, quelque chose qui te parle, qui fait écho chez toi, et qu'on pourrait évoquer là pour le partager avec les auditeurs? Alors, je suis pas un très très grand lecteur, ça me prend de temps en temps comme ça. Pif Gadget quand même. Pif Gadget, ouais. Pif Gadget, quand j'ai enfin appris à les comprendre. Mais non, alors je suis pas un très grand lecteur. Par contre, j'avoue que quitte à faire une recommandation, je vais être relativement simple, relativement trivial en fait, s'agissant de Grand Seiko, mais vraiment l'éloge de l'ombre de Junichiro Tanizaki, qui est une nouvelle, vraiment un essai véritablement, un essai d'un auteur japonais, donc la fin du 19e siècle, début 20e siècle, qui est amoureux de l'esthétique de son pays. C'est très rapide à lire et ça explique vraiment pourquoi l'esthétique japonaise est différente de l'esthétique occidentale. Et c'est quelque chose qui, notamment dans le rapport entre ombre et lumière, a beaucoup guidé les pas de nos designers, à commencer par Taro Tanaka évidemment, mais qui ce rapport entre ombre et lumière qui est tout à fait particulier au Japon et qui est assez bien expliqué dans cet ouvrage. Très facile à lire, ça donne très intéressant. Ouais, tu nous l'as bien teasé là. Puis c'est tellement raccord avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Est-ce que tu veux, alors comme le veut la tradition pour annoncer l'épisode, une petite chanson qui te parle, qui fait écho, qui te semble pertinente, qui te définit aussi tout simplement? Alors oui, alors j'ai une petite proposition. Alors c'est pertinente, je sais pas, qui me définit probablement plus. Mais il est humble. Pertinent, ouais, non, je sais pas trop si c'est pertinent, mais oui, écoute, quitte à faire une proposition, j'aurais proposé Child in Time du groupe Deep Purple, et en l'occurrence lourd quoi, déjà, ouais. Et en l'occurrence, une version qui avait été enregistrée dans les années 70-72, je crois, au Japon, à Osaka. Et en l'occurrence, alors je sais pas si je suis censé expliquer mon choix, mais... Tu fais comme tu le sens. De toute façon, les auditeurs entendront et se feront leur avis également. Hein, mais Deep Purple, t'es quand même sur de la masterclass, là. Y a pas de souci. T'es sur de la valeur sûre, là. Alors, c'est vraiment arrivé par hasard, mais il y a plusieurs éléments qui nous rapprochent. Un Child in Time, Grand Seiko, horlogerie, ça a un peu de sens. L'album Made in Japan, il y a quand même beaucoup de groupes qui jouaient, qui jouent toujours beaucoup au Japon. C'est quand même un public qui est très très apprécié par les groupes de musique. Et donc c'est un album qui est tout à fait particulier. Et c'est un album que j'avais l'habitude d'écouter quand j'étais enfant, en l'occurrence. Bon, c'est pas vraiment un choix à l'origine. C'est plus mon papa qui m'a mis devant la chaîne IFI, m'a dit voilà, il faut écouter ça. C'était un peu religieux et c'est quelque chose que je me rappelle avoir écouté l'importance de la stéréo à l'époque. Pour nous c'est normal, mais pour une génération de nos parents qui ont découvert la stéréo. Et donc voilà, je pense que ça faisait un peu sens pour. C'est très cohérent. De toute façon, tout a été très cohérent dans cet épisode. En tout cas, merci Cyril, vraiment. C'était un vrai bonheur de t'avoir et c'était très cool. Enfin, moi, je sais pas comment toi tu as. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi j'ai pu avoir de plaisir à l'enregistrer et aux auditeurs également à l'écouter. Je leur souhaite. J'en suis sûr. Je suis pas inquiet sur une marque comme celle-là. Qu'on va vous proposer, maintenant que vous avez terminé l'écoute de cet épisode et merci pour ça, c'est qu'on va faire une petite vidéo. On va montrer les 3 choix. Je t'ai demandé avant justement de me proposer 3
2-3 pièces qui font écho, qui te parlent. J'ai vu les pièces, je peux vous dire que c'est du lourd et du super lourd et du très très beau. On va faire une petite vidéo, je vous invite à la voir sur la chaîne YouTube. À tout de suite. Merci beaucoup. Ciao Cyril, ciao. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide vraiment la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Alors je sais, parfois, je peux prendre un petit peu de temps à répondre, mais sachez que je réponds toujours. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et maintenant, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage. Mais écoutez plutôt. Notre vie vaut ce qu'elle nous a coûté d'efforts. François Mauriac, un Bordelais. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain dès 6h et surtout, et comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!